Parfait. Donc, je Donc, pense qu'on va Madame Allégate. commencer. Parfait. Alors, ben, écoutez, je veux d'abord vous souhaiter la bienvenue, tout le monde. On est très, très, très heureux à l'IRCM de vous accueillir ce matin pour cette conférence cette conférence webinaire sur la motivation. La motivation, on le sait, c'est un déterminant extrêmement important et même clé dans la persévérance scolaire. Et c'est d'autant plus important qu'on en parle en ces temps de pandémie. Je veux surtout remercier nos panélistes qui viennent de différents milieux, qui, par leurs travaux de recherche ou par leur expérience ou un savant mélange des deux, vont nous apporter leur contribution ce matin. Alors, merci d'être là. Merci d'être là pour nous. Et je pense aussi que quand je dis merci d'être là pour nous, je voudrais aussi nous amener à merci d'être là pour eux, pour les enfants et les jeunes qui sont dans nos vies. Et si j'avais un souhait à faire ce matin, c'est qu'on reparte tous avec peut-être l'idée d'un petit geste qu'on pourrait faire à l'égard des enfants de nos vies pour leur donner un petit plus, pour leur permettre non seulement de finir l'année, mais de poursuivre leur but dans la vie. Alors, bon webinaire à tous et puis très heureuse de vous accueillir. Je repasse la parole à Valérie Vivier, qui sera notre animatrice. Valérie, qui est un support inestimable pour l'IRCM et qui travaille chez Zest Conseil. Merci, Valérie. Et merci beaucoup, Madame Allégate. Donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vais vous partager en fait le déroulement. On a quand même une période de 9h à 11h ensemble. Alors, je vais vous partager le déroulement. Voilà. Donc, première partie du webinaire, on va avoir un échange avec nos panélistes sur la motivation, ses différentes formes. Et ensuite, on va se garder une période de questions de 10 minutes. Donc, l'échange avec les panélistes, ça va quand même être un bon 75 minutes. Et en troisième partie, on va conclure avec un top 3 des recommandations et conclusions de la part d'Égide Royer et Isabelle Cabot. Et finalement, Mme Chantal Denis, qui est la directrice générale de l'IRCM, viendra conclure ce bel événement. Donc, j'aimerais vous présenter d'entrée de jeu. Attendez un peu, je vais arrêter mon partage d'écran, qu'on puisse bien voir nos panélistes. Donc, tout d'abord, Dr. Égide Royer, qui est psychologue, spécialiste de la réussite scolaire. Je pense que vous avez certainement pu le voir dans les médias. Il est très recherché, on dirait, particulièrement en ces temps de crise. Son expertise en éducation est reconnue autant au Québec qu'à l'étranger, plus particulièrement en ce qui a trait à la prévention de l'échec scolaire et aux interventions pour aider les jeunes qui vivent des problèmes d'adaptation scolaire. Et on a aussi Mme Isabelle Cabot, qui enseigne la psychologie au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2004. Et son principal intérêt est la motivation des collégiens ayant des difficultés à réussir. Sur le plan pratique, Mme Cabot développe une expertise dans l'évaluation de l'impact de différentes stratégies pédagogiques sur la motivation et la réussite des collégiens. Donc, vous voyez, on a été chercher deux personnes avec des expertises très complémentaires. On a aussi la chance d'avoir Myriam Da Silva, qui est enseignante en adaptation scolaire et athlète en boxe olympique, qui est en route pour les Jeux de Tokyo 2021. Elle a un parcours atypique et authentique. Elle est passionnée par le dépassement de soi et elle est très authentique dans son enseignement. On a aussi la chance d'avoir Philippe Laprise, que vous connaissez certainement très bien, qui est humoriste et porte-parole de la Fondation Philippe Laprise, complètement TDAH. Donc, Philippe est conteur et improvisateur hors pair. Il s'est longtemps senti comme un extraterrestre, comme j'ai pu le lire sur le site de la Fondation Complètement TDAH. Et c'est une fois rendu adulte qu'il comprendra que c'est dû à un TDAH. On a aussi la chance d'avoir Véronique Touga, qui est présidente du groupe Cambly depuis 2010,
Groupe Cambly, qui est une entreprise établie à Saint-Jean-sur-Richelieu et qui est premier fabricant canadien de véhicules blindés servant au transport de valeurs et à la protection tactique. Cambly emploie 150 personnes. On a aussi Francis Marotte, qui est gardien de but pour les Sound Tigers de Bridgeport de la Ligue américaine, qui est une équipe affiliée aux Islanders de New York, qui va, qui nous a partagé une vidéo qu'on pourra entendre un peu plus tard pendant notre rencontre, parce que Francis avait un entraînement aujourd'hui. Donc, il n'était pas disponible pour se joindre à notre panel, mais vous allez voir que sa vidéo est quand même très inspirante. Donc, avant de débuter nos échanges, j'aimerais vous donner quelques consignes au niveau du déroulement. Donc, comme vous avez vu, étant donné qu'on est quand même un assez grand groupe, en fait, si vous avez des questions tout au long de la présentation, je vous invite à utiliser l'espace de chat pour le faire. On va récupérer ces questions-là quand on va arriver à cette période-là pour pouvoir les rediriger vers nos panélistes. Donc, voilà, vous avez la possibilité. Et aussi, si vous avez un souci technique, une problématique, vous avez à l'intérieur du chat, si vous remontez au début de la conversation, vous avez Vinciane Faulkner qui va être en charge de vous donner un coup de pouce si jamais vous avez un problème technique. Donc, n'hésitez pas à contacter Vinciane en chat privé si vous avez un problème quelconque. Alors, débutons sans plus tarder nos échanges. Donc, pour commencer cette période, j'aimerais, on parle de motivation, on est dans une période qui est assez particulière et on entend aussi beaucoup au niveau des médias comment la motivation chez les jeunes peut être quand même plus complexe, plus difficile. J'aimerais, d'entrée de jeu, demander à M. Royer, à Mme Cabot, comment on peut susciter la motivation chez les jeunes et est-ce qu'on a des indices actuellement à l'effet que cette motivation-là est peut-être fluctuante? Donc, M. Royer. Oui, bonjour à tous et Oui. merci beaucoup de l'invitation. Je vais commencer en vous donnant 2 chiffres. Le premier chiffre est tiré du sondage léger là, qui a été publié en début de semaine. C'est le chiffre 70. 70% des parents présentement considèrent que la motivation de leurs jeunes est quand même demeurée bonne ou très bonne. Ça signifie que pour l'ensemble des jeunes présentement, tout au moins pour la majorité, ça va relativement bien malgré le contexte du COVID. Mais il y a un autre chiffre qui revient très souvent, c'est le chiffre 30. Là. Évidemment, la correspondance avec 70, c'est que 30% des parents constatent que la motivation chez les jeunes a diminué. Et plus particulièrement, plus on vieillit, plus on se rapproche de la fin du secondaire, plus le chiffre au niveau du pourcentage de jeunes qui présentent certaines difficultés au niveau de la motivation augmente. Le chiffre 30 revient de nouveau. L'écart, et là, on l'a vu très nettement le printemps dernier, puis ça s'est poursuivi cette année. Puis ça, c'est une donnée d'une recherche qu'on a présentement. L'écart entre les élèves faibles et les élèves forts a augmenté aussi d'environ 30%. Donc, ce qui fait qu'on a une préoccupation présentement où on pourrait affirmer que, dans une perspective de persévérance ou de réussite scolaire, j'ai un 30% des jeunes là, qui présentent certains besoins particuliers et pour lesquels on risque d'avoir certaines difficultés ou qui peuvent vivre certaines difficultés qui pourraient être relativement durables. Ce qui nous amène à au moins 3 préoccupations, et ça va revenir dans le courant là, des échanges qu'on aura au niveau du panel. La première, c'est qu'on doit devenir extrêmement préoccupé, je ne dirais pas obsédé, là, mais vraiment porter une attention particulière. C'est sorti entre autres dans le Globe and Mail hier sur une autre étude, nos lecteurs débutants de première, deuxième année. Il y a une fenêtre pour apprendre à lire et cette fenêtre-là ne doit pas être perturbée par le contexte de la COVID. Ne pas savoir lire à la fin de la troisième année est un risque majeur au niveau de la persévérance scolaire, mais au niveau de la motivation aussi. La deuxième des choses, il y a 2 questions qu'il faut se poser. Qui présentement est en retard scolaire et les mesures qu'on pourrait apporter pour supporter autant les parents que les jeunes eux-mêmes, et il y en a un certain nombre de mesures, et qui est absent
ou qui a décroché depuis le début de l'année. Les chiffres ne sont pas clairs là-dessus, puis je conclue simplement en soulignant que, de toute évidence, on va avoir à se préoccuper, et encore là, il y a des actions qu'il va falloir développer, il y en a qui sont en train de se mettre en place. Je suis directeur d'école et je résume ainsi. Si je suis au primaire, comment se débrouillent mes lecteurs débutants? Si je suis au secondaire, qui est absent, que ce soit virtuellement ou en présentiel, et qui n'est pas revenu ou qui a quitté? Et ça devient une préoccupation importante pour l'ensemble du système scolaire présentement. Merci, Monsieur Royer. C'est quand même assez préoccupant comme constat. Madame Cabot, sur ces éléments-là. Oui, moi, je suis au collégial. Je connais mieux les jeunes adultes ou les vieux ados. Ça dépend de qui on parle. J'aurais tendance à dire que moi, ce que je remarque, c'est que à ces âges-là, là, autour de 17-18 ans, quand on passe du secondaire au collégial, souvent, un des plus grands changements qui vivent ces gens-là, c'est de gérer la liberté, gérer l'autonomie. C'est très nouveau pour eux à cet âge-là à cause du changement d'organisation scolaire entre le secondaire et le collégial. Actuellement, en temps de pandémie, ils sont encore plus en liberté. Ils ont encore plus d'autonomie à apprendre à gérer. Et pour plusieurs d'entre eux, ça va se faire très bien. Pour les étudiants que moi, je considère comme étant des étudiants réguliers, eux, ils vont réussir dans n'importe quelle circonstance. Mais ceux que moi, j'étudie, ce sont les collégiens qui sont en difficulté, qui arrivent difficilement à réussir au collégial et qui ont un passé de difficultés scolaires au secondaire. Ces jeunes-là ont peut-être plus besoin d'être accompagnés. Moi, je le sais cognitivement par mes résultats de recherche, mais je le sais aussi humainement parce que je suis prof, puis que ces temps-ci, pendant la pandémie, quand je termine un cours, j'ai 5-6 étudiants qui restent là, qui restent à l'écran, puis qui ne bougent pas, qui essayent de me parler. Parce que, habituellement, en présentiel, ben, les jeunes me disent bonjour, ils partent, ils vont à leur cours suivant, mais là, ils restent là. Ils ont envie de discuter. Fait que, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que quand on arrive à l'âge adulte, là, pour les parents et les profs, là, je m'adresse aux parents et aux profs, c'est pas vrai pour tout le monde que quand on arrive à l'âge adulte, on n'a plus besoin de relations pédagogiques ou de présence humaine ou d'être accompagné par un adulte significatif. Parfois, quand on questionne le corps professoral au post-secondaire sur ces questions-là, on obtient des réactions très hétérogènes. Certains profs vont réagir en disant « Ah, bien là, c'est des adultes, ils sont autonomes, on n'a pas besoin là, de tant que ça les accompagner ou de les surveiller. » Alors qu'il y a d'autres profs qui vont dire « Ah oui, c'est vraiment important de les surveiller. » Moi, je pense que ces réactions hétérogènes-là proviennent du fait que dans nos classes, c'est ça qu'on observe, c'est une hétérogénéité de besoins. Il y en a des étudiants qui n'ont pas besoin qu'on les surveille, qu'on les accompagne, qu'on vérifie qu'ils vont bien, puis il y a d'autres étudiants qui en ont besoin. Donc, je pense que c'est une perception normale qu'on a, puis il faut y faire attention, il faut y être attentif. Un petit peu plus théoriquement, là, dans la relation pédagogique, il y a deux choses importantes, deux grandes dimensions importantes. Il y a la partie accompagnement pédagogique, que je pense que là, on est meilleur avec ça maintenant. Là, depuis le début de la pandémie, les profs, on est devenus un peu meilleurs pour suivre nos étudiants, même si on est à distance, puis c'est voir qui commence à tomber, à chuter pour les rattraper, on est meilleur. Mais il y a aussi toute la dimension de sécurité affective, que là, à cause de la distance, ça, c'est vraiment difficile à garder. Je pense qu'on est moins bons, les profs, avec toute la question de la sécurité affective. Puis la sécurité affective dans la relation pédagogique, même au post-secondaire avec les adultes, c'est important pour beaucoup d'étudiants. La sécurité affective, là, c'est ça qui fait qu'un étudiant vulnérable va oser poser des questions, va oser demander une rencontre avec son prof s'il y a un problème. Parce que s'il n'y a pas cette sécurité-là, si l'étudiant a peur d'être jugé ou ne sait pas trop comment il va être perçu avec sa question, il n'osera pas demander d'aide, puis ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que c'est encore plus dangereux dans un contexte à distance.
parce que le contact est moins facile, on les voit moins quand ils sont en train de descendre. Fait que ça, cette sécurité affective-là, c'est super important de cultiver ça dans la relation pédagogique. Il faut rester présent et attentif à nos étudiants, même au post-secondaire. C'est vrai aussi pour les parents. Quand nos jeunes deviennent adultes, ben, il faut rester là quand même, il faut rester attentif à eux quand même parce que c'est important pour eux. Ça va être une dynamique d'attention peut-être différente, évidemment, par rapport à quand ils étaient enfants, mais il faut rester intéressé par eux puis maintenir un contact sain avec eux. C'est plus un message dans ce sens-là que je veux amener. C'est ça, le rôle de parent d'être en mode peut-être plus de contrôle, d'intervention, se transforme davantage en présence, en relation, en intérêt. Et donc, j'ai envie de dire en adulte significatif, à ce moment-là, de personnes bienveillantes qui s'intéressent au cheminement. Donc, j'allais dans cette direction-là, Valérie, avec la bienveillance. Souvent, on se demande comment, en tant qu'enseignant, on se demande comment cultiver cette sécurité affective-là. Puis, on essaie de trouver des choses concrètes, mais ça vient de nous, ça vient de comment on se présente, ça vient de ce qu'on dégage devant une classe, ça vient de ce qu'on donne à nos étudiants. Donc, ne jamais non plus, j'aurais envie de... La motivation, ça va aussi pour les enseignants, les parents. C'est sûr que quand on ne se sent pas compétent, on est peut-être moins motivé à le faire, mais ne sous-estimez jamais votre compétence à être une personne significative, d'être un adulte significatif, d'être une bonne personne au niveau de la relation affective. On n'a pas besoin d'une rétroaction des jeunes nécessairement, juste d'être là et d'avoir un statut d'ouverture peut déclencher cette petite flamme-là chez un jeune. Donc, ne pas avoir peur de le faire sans tout le temps poser des questions, là, d'être OK, ça va-tu? OK. Laissez les choses aller, vous êtes bon, vous êtes capable de le faire. On est tous capables de le faire en tant qu'adultes. Ouais, j'aimerais ça, par rapport à ce que tu viens de dire, Myriam, vous entendre aussi, Véronique, Philippe, de peut-être nous donner un exemple concret où, justement, soit vous avez été un adulte significatif ou une personne a eu un rôle dans une période peut-être un peu plus cruciale de votre cheminement. Véronique? Ben oui, je peux débuter. Bonjour tout le monde. Alors oui, ben moi, j'aimerais dire que je suis une raccrocheuse. Donc, moi, à l'âge de 17 ans, je suis passée par là et effectivement, moi-même, j'ai eu de la difficulté à gérer ma liberté, pour reprendre les termes de Mme Cabot. Alors, à 17 ans, moi, c'était un manque de motivation carrément. Donc, la motivation à plat a fait en sorte que j'ai abandonné ma session de cégep en plein milieu, puis je me suis retrouvée sur le marché du travail à travailler au salaire minimum avec des engagements et même que je suis allée jusqu'à quitter le nid familial. Donc, je peux dire que je suis passée par là parce que j'avais soif d'indépendance, puis parce que surtout, je n'avais pas trouvé ma direction, mon objectif, mon but dans la vie. Et c'est à 19 ans que j'ai repris, j'avais bien réfléchi à ce que je voulais faire dans la vie et que je me suis fait un plan tranquillement et tout ça. Puis effectivement, il y a une personne qui dans ce moment où j'étais vulnérable, je peux dire que c'est un adulte significatif. Et on a la chance de l'avoir ici parce que c'est Chantal Denis qui, à l'époque, était directrice des études du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais quand j'ai approché Chantal à l'époque, puis je lui ai dit « Je veux réintégrer les bancs d'école », alors que j'avais un retard quand même impressionnant en termes de prérequis et tout. Donc, j'ai dû rattraper, j'ai dû faire double effort, moi-même aller à l'école aux adultes, en même temps de mes études au Cégep. Et j'ai Chantal qui, elle, en tant que directrice des études, a cru en moi.
Puis elle m'a donné la confiance que j'avais besoin pour justement affronter, je dirais, c'est un moment où j'étais vulnérable et que j'avais beaucoup à faire et j'avais beaucoup à accomplir. Donc, voilà. Donc, pour moi, l'adulte significatif ça a été vraiment un peu déterminant. ça a été la bougie d'allumage pour le reste de ma carrière parce qu'après ça, moi, j'ai gagné confiance en moi. Ça m'a permis de bâtir cette confiance-là que j'avais besoin. Puis, je peux vous dire que j'ai une détermination infaillible. Donc, avec tout ça, ça m'a permis de faire ma carrière et d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, alors, l'adulte significatif pour moi, très important dans mon cheminement, évidemment. Comme quoi, hein, le fait justement que cet adulte-là, que Chantal Denis a été présente et son action à ce moment précis a eu un impact significatif sur le reste de votre parcours, là. Tout à fait. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce moment où on est vulnérable. Nous, je me rapporte quand j'étais jeune, à l'âge de 19 ans, et j'avais besoin de cet adulte-là qui m'a donné confiance en moi. Oui, Philippe? En fait, ce qui est ingrat dans votre métier, tous ceux et celles qui sont intervenants avec les jeunes, peu importe à quel niveau, primaire, secondaire, dans des maisons de jeunesse, peu importe où dans les hôpitaux, c'est que vous ne le saurez jamais que vous avez eu un impact sur des jeunes. Vous allez garrocher du matériel, garrocher de l'information, le motiver, y donner tous les éléments nécessaires pour qu'il y ait une réussite. Mais malheureusement, quand on est jeune, on ne pense pas à ça nécessairement, à dire merci à un adulte. C'est quand on arrive à l'âge de 32, 33 que là, on commence à réaliser dans notre vie que, tabarnouche, ces gens-là ont été significatifs dans nos vies. Ces gens-là, si je n'avais pas rencontré Mona Lise, je n'avais pas rencontré Donald, Miville, qui sont tous des profs que j'ai eus dans des groupes spécialisés qui s'appelaient CPFT, où on était 12, puis qu'on faisait juste des maths, du français, puis un peu d'édu. Je n'avais pas rencontré ces gens-là qui m'ont motivé, qui m'ont dit que j'avais du talent, qui m'ont dit que j'étais bon. Je ne serais jamais arrivé là où je suis. Et j'ai inclus aussi mes parents. Parce qu'évidemment, quand on est jeune, nos parents nous font suer à l'os à côté. Mais moi, pour de vrai, si ma mère et mon père n'avaient pas été à mes côtés, qui ne m'avaient pas, je dis toujours le mot, je lui dis souvent le mot harceler. S'ils ne m'avaient pas harcelé psychologiquement pour que j'étudie, que je lise, que j'apprenne à calculer, que j'apprenne à faire des choses super bonnes, malheureusement, je ne saurais pas lire aujourd'hui, j'aurais de la difficulté, puis j'aurais beaucoup de difficulté à m'exprimer devant les gens. Et donc, d'où le côté ingrat un peu du métier d'un éducateur ou d'un professeur. C'est que vous allez en donner, mais peut-être que ce jeune-là, aujourd'hui, ne peut pas vous le dire parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de recevoir de vous. Et c'est pour ça que des fois, je pense souvent aux professeurs, ma blonde est prof, elle s'acharne sur des élèves, des retours de courriel, des « OK, là, oublie pas, il faut que tu me remettes ça, gars, je vais te donner jusqu'à demain », puis tout le temps pour arranger tout le monde, juste pour l'accompagner là-dedans. Mais justement, ces jeunes-là, ils ne sont pas au courant encore que vous êtes significatif dans leur vie. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir de quoi de chimique qu'il doit expliquer, il doit y avoir de quoi qu'un ado ne veut pas savoir, ou ne veut pas se faire aider, ou veut pas... Mais c'est clair que vous êtes des personnes significatives, puis un jour, ils vont être à Cuba, sur la plage, ils vont vous voir passer, puis ils vont réaliser que, oh my God, ce prof-là ou cet éducateur-là ou cette personne-là était significative. Donc voilà, c'est ça qui est un peu ingrat dans votre métier, parce que moi, j'ai eu la chance de leur dire, mais parce que je suis connu, puis un jour, ils ont acheté des billets pour mon spectacle. Ce qui est quand même drôle, qu'ils venaient me voir, moi, le petit TDAH, dire des niaiseries. Donc, j'étais capable de les voir puis de leur dire, mais pour de vrai, le rôle de l'adulte est primordial. Tu sais, même de mon côté, plus concrètement, moi, évidemment, j'ai une portée immense au Québec parce que je suis sur les réseaux sociaux et tout ça. Je reçois énormément de courriels de jeunes qui me disent ça, mais c'est plus facile de me le dire à moi parce que c'est comme un côté, il idolâtre quelqu'un, tu sais, fait que c'est plus facile de dire « My God, tu m'as aidé, tu as un TDAH », mais dès que quelqu'un a un TDAH et des difficultés, qui me voit aller, le message que je dis, c'est « Regarde, moi aussi, j'en ai eu des difficultés. Moi aussi, j'ai fini mon secondaire 5 à 20 ans. Ça a été difficile, j'ai rushé, mais je fais ce que j'aime dans la vie. » Fait qu'il ne faut jamais perdre espoir. C'est ça le mot que je vous dirais ce matin, espoir. Je pense excuse-moi, Valérie. Sur ce que tu viens de mentionner, Philippe, moi, j'aimerais voir
j'aimerais entendre M. Royer au niveau, pour vous avoir déjà entendu, M. Royer, sur l'importance d'un filet d'adultes significatif autour de jeunes vulnérables. J'ai envie de vous lancer tendre la perche avec cette possibilité ou cette préoccupation-là. Là. Oui, pour enchaîner par rapport à ce qui vient d'être dit, vous savez, un des facteurs, là, un des ingrédients de résilience les plus puissants qu'on a, entre autres chez les ados, puis c'est vrai au niveau du collégial aussi, c'est qu'un adulte nous prenne sous son aile et se préoccupe de ce qui nous arrive à nous. Je suis intervenu, tous mes programmes de recherche ont été des programmes d'intervention en milieu scolaire. Ça fait au-dessus de 40 ans que je suis en adaptation scolaire. Et je me souviendrai toujours d'une secrétaire d'école qui, on avait un problème d'absentéisme. La petite était sur le point de décrocher, elle avait peut-être 14 ans. Et la secrétaire d'école s'appelait Janine. Et Janine s'occupait des absences. À un moment donné, la petite, matin, va voir Janine en disant, écoute, j'ai été absent, c'est mon chum, c'était pas terrible, etc., etc. Mais Janine commence à jaser du chum, etc. Il y a un velcro qui a pris entre Janine, la secrétaire d'école, là, et cette petite-là. Donc, c'est devenu une routine quasiment chaque matin. En rentrée, salut à Janine. Janine s'informait. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie ou en psychopédagogie ou en n'importe quoi pour établir ce lien-là, bien au contraire. Mais il y avait quelqu'un qui se préoccupait de qu'est-ce qui arrivait à cette petite-là de 14 ans. Et ça a été véritablement un ingrédient majeur. Et donc, cette question-là du lien, ça, c'est fondamental. L'idée, c'est pour être capable d'établir un lien comme enseignant, puis là, vous allez me trouver dur, là, il faut que le jeune soit encore là. Et je vous rappelle que le taux de décrochage des garçons présentement au Québec, c'est 17 Le taux de décrochage des filles, c'est 10 ou 11 Donc, c'est beau d'établir un lien, c'est beau au niveau des parents, mais il y a une question, il faut qu'on maintienne nos jeunes à l'école et je complète en vous rappelant, je fais un lien avec la lecture, j'ai toujours 20 des adultes au Québec qui sont analphabètes fonctionnels. La moitié de ces adultes-là ont des enfants. Donc, on peut demander des choses aux parents, puis ils ont un rôle fondamental, mais souvent, il faut être en mesure de donner aussi un coup de pouce, pas simplement aux jeunes, mais aux parents eux-mêmes. Puis, je pense que Myriam, par rapport à la notion d'adulte significatif, tu voulais venir bonifier quelque chose par rapport à ça? Oui, bien, tu sais, de pas. Dans le fond, le filet de sécurité, c'est un filet, hein? Donc, Oui. c'est plusieurs maillons. Ce n'est pas une corde, ce n'est pas un adulte. Un filet, c'est plusieurs intervenants ensemble, c'est plusieurs personnes ensemble. Comme Philippe l'a dit, on a rarement du retour d'un adolescent, un enfant peut-être un peu plus, mais de faire confiance à ça, qu'on fait les bonnes choses. C'est les liens. Si vous voyez qu'une personne peut tisser un lien plus, une relation affective avec un jeune, surtout nos garçons, on peut parler à cette personne-là, on peut l'encourager aussi, on peut la motiver. Donc, un filet, c'est plusieurs personnes ensemble. Il ne faut pas mettre ça de côté, puis il faut se motiver aussi en tant qu'adulte à le faire et ne pas sous-estimer ce qu'un autre peut apporter. Donc, en adaptation scolaire, on travaille beaucoup en équipe, que ce soit moi, que ce soit l'éducatrice, que ce soit une autre enseignante. Si je vois qu'un lien est là avec un jeune, je vais en glisser un mot, puis peut-être que cette personne-là n'avait pas vu que le jeune était allait vers elle. Donc, en glisser un mot peut automatiquement enclencher de cette relation-là, puis garder le jeune motivé devant nous, garder ou diriger le jeune sur un autre chemin, mais ça, c'est un autre sujet. Mais de considérer que c'est un filet, donc un filet, c'est plusieurs personnes. Puis, tu sais, j'ai envie de demander à Mme Cabot, par rapport à l'intervention de Philippe qui disait qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on n'est pas nécessairement conscient de cet impact-là. On a des intérêts quand on est jeune, on a des intérêts et des passions et un sentiment de compétence qui peut être varié, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas nécessairement cette conscience-là quand on est jeune de l'impact qu'un adulte peut avoir sur nous? Est-ce que vous avez une réponse ou un élément par rapport à
à cette conscience-là qui se développe au fur et à mesure que le jeune évolue dans son parcours. Oui, ben, tu sais, il y a des modèles développementaux là, en psycho qui nous disent que quand on est à l'adolescence, on est plus préoccupé par notre propre réalité, puis qu'à mesure qu'on vieillit, on commence à se décentrer, puis à s'ouvrir un peu plus à ce qu'il y a à l'extérieur. Ça peut peut-être un peu expliquer ça. Moi, je trouve que c'est normal. Je ne trouve pas ça du tout anormal. Fait que moi, je ne m'attends pas vraiment à recevoir cette reconnaissance-là au moment où je la donne. Mais moi, j'aime tellement ça, être avec eux, que je me formalise pas tout ça. Mais j'avais le goût de réagir à ce que M. Royer a dit, tu sais, c'est parce que c'est tellement important. Il disait, tu sais, pour avoir un lien avec eux, il faut qu'ils soient là, tu sais, il faut les maintenir là, dans la classe. Il a tellement raison, en parlant des profs, là, parce que nous, les profs, c'est là qu'on les voit. S'ils ne sont pas dans la classe, on ne peut pas maintenir un lien avec eux. J'avais le goût de réagir à ça, parce que moi, c'est ça que j'étudie. C'est sûr que là, vous venez me chercher direct dans ma passion, hein? Je ne peux pas laisser passer ça. Tu sais, moi, c'est eux qui m'intéressent, les collégiens là, qui sont très, très, très en difficulté, là, très vulnérables, là, qui sont sur le bord là, de partir, d'abandonner. Puis, les études que j'ai menées jusqu'à maintenant me permettent de constater qu'il y a un ingrédient de la motivation qui semble avoir un pouvoir particulier auprès spécifiquement de ces jeunes-là qui sont en grande difficulté, puis c'est l'intérêt, justement. Tu sais, la motivation, là, c'est comme une recette, là. Tu sais, il y a plein d'ingrédients là-dedans. Il y a l'intérêt, il y a l'utilité, il y a le sentiment de compétence, les buts d'accomplissement. Il y a plein d'affaires, tu sais, qu'on apprend quand on suit nos cours de pédagogie, là, tout le monde, les profs qui sont ici. Puis tous ces ingrédients-là ont un impact sur la recette, tu sais, sur l'état motivationnel de la personne. Moi, ce que j'aime, c'est poser des diagnostics. Fait que moi, je mesure chacun, tu sais, individuellement certains de ces ingrédients-là. Puis, parce que je veux savoir, chez ce jeune-là, c'est quoi l'ingrédient là, qui fait un petit peu plus qu'une petite faiblesse, puis que moi, je pourrais ensuite aller stimuler par mes stratégies pédagogiques en classe, tu sais, pour aller essayer de faire remonter sa motivation. Puis, je trouve que c'est important de s'attarder à ça, la dynamique motivationnelle, parce qu'en fonction de l'ingrédient qui est plus faible dans la recette motivationnelle de l'étudiant, l'intervention n'est pas la même. On ne va pas intervenir de la même manière pour tout le monde. Quand quelqu'un me demande « Isabelle, mon fils est démotivé, qu'est-ce que je fais? » Bien, ta minute, c'est quoi dans sa motivation qui fait défaut? Il faut savoir, il faut connaître la recette un peu. Puis, je me suis rendu compte que quand on prend le temps de s'intéresser à chaque ingrédient dans la motivation, chez les étudiants qui sont en grande difficulté, l'intérêt semble être une porte d'entrée particulièrement intéressante. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Puis, c'est quoi ça, l'intérêt? L'intérêt, c'est la seule variable motivationnelle qui a des cognitions et des émotions dedans. Toutes les autres variables motivationnelles sont des variables cognitives, mis à part le flow, là, qui est un cas à part. Fait que, la perception d'utilité, c'est la compatibilité que je vois entre la tâche que j'ai à faire et mes objectifs. C'est une évaluation cognitive. Puis, il y en a plein d'autres. L'intérêt, là-dedans, il y a du plaisir. Il y a des émotions positives que je ressens quand je suis en train de faire telle activité pédagogique dans ce cours-là, dans ce contexte-là. Fait que, moi, mes études jusqu'à maintenant me laissent croire que quand on a des étudiants en grande difficulté devant nous, si on fait un effort particulier par créativité pédagogique pour faire un match entre leurs intérêts préexistants puis inventer une stratégie pédagogique qui va matcher avec les intérêts préexistants des étudiants, il y a comme une contamination d'intérêts qui se fait entre les intérêts préexistants chez les étudiants puis ma situation pédagogique. Puis là, j'arrive à faire vivre du plaisir à l'étudiant pendant qu'il est en train de faire cet apprentissage-là. Puis ça semble avoir un impact significatif statistiquement sur son état motivationnel général. Fait que les pédagogues qui sont là aujourd'hui, intéressez-vous à leurs intérêts aux étudiants. Intéressez-vous à qu'est-ce qui les intéresse personnellement. Puis une fois que vous avez ces indices-là, là, pour certains d'entre eux là, qui sont plus vulnérables, essayez par créativité pédagogique de construire des situations pédagogiques qui vont aller se matcher avec leurs intérêts préexistants. Puis là, vous allez aller les chercher
vous allez les allumer un peu plus dans les cours. Puis ça, ces émotions positives-là qu'on ressent quand on est en train d'apprendre, c'est de l'or en barre. Allez-y, M. Royer. Oui, il y a M. Royer et j'ai vu Myriam aussi. Et je peux vous entendre aussi, en fait, sur qu'est-ce qui a été votre flamme motivationnelle qui vous a allumé. Donc, allez-y, M. Royer. Je vais compléter par rapport justement à la question de l'intérêt. Brièvement, écoutez, cette question-là devient particulièrement importante sur la réalité du Québec de la sous-scolarisation des garçons à l'école. C'est vrai au primaire, c'est vrai au secondaire, on en témoigne au niveau du collégial. Et juste à titre d'indication, plus on est capable de rejoindre les intérêts, que ce soit des filles et des garçons, comme mon exemple, c'est les garçons, l'écart est énorme au niveau du cégep et de l'université, puis l'écart est énorme au niveau de la diplomation secondaire. Prenez l'exemple, c'est simplement cet exemple-là que je vais donner. La bande dessinée au primaire est le 2e choix de lecture des garçons, c'est le 10e choix de lecture des filles. Donc, je donne juste ça comme indication. Là, vous êtes pédagogue, vous intervenez avec des garçons et avec des filles. Vous savez déjà que cette dimension-là, cet aspect-là, même ce simple choix-là d'outils fait une différence. Et on pourra revenir sur cette question-là, mais pour les jeunes en adaptation scolaire, c'est toujours un ratio de 2 garçons pour une fille et au niveau des taux de diplomation, des taux d'échec scolaire. Donc, on reviendra, mais je ne pouvais pas laisser passer l'idée qu'au niveau de cette question-là de les rejoindre au niveau de l'intérêt qui est susceptible, qui crée carrément de la motivation, c'est fondamental. Tout à fait. Pour avoir eu un échange avec Myriam sur ses interventions comme enseignante, je suis certaine que c'est de ça que tu veux nous parler par rapport à des jeunes qui n'avaient pas nécessairement d'intérêt, mais que tu as su capter justement. Oui, puis de façon personnelle, là, donc c'est vraiment un exemple personnel dans les dernières semaines avec une série qui est sortie sur Netflix. Puis souvent, le terme activité pédagogique en tant qu'enseignante vient un peu irriter mon oreille. Parce qu'en tant qu'enseignante, on est tout le temps en train de se dire activité pédagogique, qu'est-ce que je peux faire? On est tout le temps en train de chercher peut-être loin parce qu'on veut beaucoup pour nos élèves. Mais des fois, ça peut être aussi simple qu'une série télévisée. Il faut juste être alerte, il faut juste être ouvert. Moi, les romans policiers, en tant que TDAH, moi, la lecture, là, ça a été ça a été un blocage d'enfant durant toute ma scolarité. Puis pour revenir à M. Royer, c'est primordial la lecture. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait pour susciter un intérêt sur quelque chose sur quelque chose, pardonnez-moi, les mots veulent sortir trop vite de ma bouche, avec quelque chose où on ne se sent pas compétent? Bien, il y a la série Lupin qui est sortie sur Netflix. J'ai automatiquement eu envie d'aller m'acheter tous les livres d'Arsène Lupin et pourtant, moi, la lecture et les romans, en tant qu'adulte, je lis très peu. Je lis très peu, mais pourtant, je ne cache pas cette lacune-là à mes élèves. Non plus, en tant qu'adulte significatif, on a le droit, on n'est pas parfait, on l'exprime. Monsieur Laprise, toi, Philippe, tu l'exprimes bien que t'es comme ça, on est comme ça, les adultes ne sont pas parfaits autour, ça fait partie du filet de sécurité, c'est pas tout le monde est parfait. Donc, aller susciter l'intérêt, ne serait-ce qu'avec des choses comme ça. Cette série-là est merveilleuse. Le roman policier, c'est lourd en lecture pour des élèves qui ont de la difficulté. Là. C'est un secondaire 2, c'est quelque chose qui est difficile à lire avec cette série-là. Donc, même pour moi, une adulte, ça a été accrocheur, ça a été un intérêt. Ça a suscité la flamme. Oui, Philippe? Pédagogique simple. Vous savez ce qui marche le plus en humour, je vais vous révéler un secret d'humoriste, c'est la vulnérabilité. Quand un humoriste sur 5 se montre vulnérable, c'est là que les gens accrochent, peu importe ce qu'on fait. Je pense que quand un adulte parle à un jeune et qui se montre sur sa vraie face, un adulte qui est vulnérable, qui arrive de chez eux, qui a enlevé son costume de papa et de maman, qui met son costume de prof, qui met son costume de directeur, c'est d'être capable de se connecter dans ça, la vulnérabilité. En tout cas, ça, là, c'est très important de parler le même langage que le jeune. Tu sais, souvent, les gens me disent tout le temps, moi, ma relation avec mes enfants est correcte, là, c'est bien correct, c'est ordinaire. Mais pourtant, avec tous les enfants du Québec, c'est extraordinaire. J'ai du fun avec eux autres parce que je parle le même langage qu'eux autres. Quand je les vois, je
je ne me mets pas au-dessus de quelque chose, rien. Puis je suis capable d'aller chercher les intérêts des jeunes que je rencontre. Tu sais. Quand je les vois, je les motive en disant, moi, quand j'étais jeune, c'est l'impro. Si je n'avais pas eu l'improvisation à l'école secondaire, j'aurais lâché en secondaire 1, là, ça aurait été terminé. J'ai un TDAH non médicamenté, impulsif, qui est prêt à s'opposer à tout ce qui se fait dire par n'importe quel adulte. Oubliez ça, là, mais quand j'ai compris que ma motivation sur l'improvisation, c'est ce qui me tenait à l'école, c'est là que j'ai fait, OK, pour faire de l'impro, il faut que je reste à l'école. Pour rester à l'école, ça me prend des bonnes notes. Ben, pour rester pour des bonnes notes, il faut que je fasse des efforts. Tu sais. Mais la motivation, c'est la clé de tout ça. Tu sais. Si vous êtes capable d'aller chercher la motivation chez un jeune, puis des fois, c'est difficile là, d'aller chercher ça, mais je vous dis, c'est la clé. Par le biais de l'intérêt, tu sais, par le biais le de biais de... l'émotif. Oui, exactement, de ce qu'elle est, mais de aussi être capable de, je ne vous dis pas d'embarquer dans une relation trop, je ne veux pas dire le mot intime, là, mais trop proche, mais de montrer que vous aussi, vous êtes vulnérable, puis que, ben oui, ben, un prof, ça se trompe. Puis un directeur aussi. Puis c'est correct, c'est pas grave. Là. Si on montre à nos jeunes que tout le temps l'adulte a raison sur tout, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est impossible. Moi, j'ai montré à mes enfants un jour en disant, non, moi, je vous le dis, là, des fois, je vais me planter solide, puis je vais faire semblant que je ne me suis pas planté. Mais un jour, je vous le dirai, mais je vais me planter, c'est sûr. Fait que, je pense que c'est important aussi d'avoir cette relation-là qui est avec le jeune, l'authenticité. D'être vraiment l'authenticité. Oui. Véronique? Oui, je trouve ça super intéressant parce que je suis aussi une mère de 3 enfants, dont une ado, un pré-ado et une future ado. Donc, tout ça m'interpelle beaucoup. Philippe, tu parlais tantôt des parents. Puis moi, j'ai tendance à penser, on parle de susciter l'intérêt, je suis tout à fait d'accord, mais la place de l'ambition aussi, parce que moi, c'est ce qui m'a permis de... Effectivement, j'ai décroché à 17 ans, j'ai raccroché à 19 ans. Pourquoi? Parce que la base, parce que j'avais une ambition et après réflexion, j'ai pu la mettre à exécution. Puis ça, les parents, je pense que même si on n'est pas compétent à tous les égards, je pense que si on est juste capable de parler avec notre jeune de son ambition et c'est quoi ton plan dans la vie pour l'atteindre et de ne jamais le tirer vers le bas. C'est-à-dire que pour moi, quand je parle avec mes enfants, il n'y a jamais de limite mentale parce qu'une fois que je lui ai parlé de ce qu'il ne pourrait pas faire, de ce qu'il ne pourrait pas atteindre, je viens de le placer je viens de lui imposer des limites mentales. Fait que moi, je pense que la place des parents dans ça, qui va faire en sorte éventuellement qu'on va susciter les intérêts, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on va être infaillible. Moi, j'étais déterminée. Pourquoi? Parce que mes parents me disaient, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Parfait, tu sais, ça n'avait peut-être pas d'allure. Ce que je disais, c'était peut-être trop ambitieux à leurs yeux, à eux, mais ils m'ont encouragée plutôt à foncer là-dedans. Donc, moi, je pense que la place des parents pour déterminer c'est quoi l'ambition du jeune va beaucoup aider, après ça, tous les pédagogues et toute sa carrière ensuite. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger ça. C'est drôle, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des fins de semaine de oui. Donc, mes enfants me disaient, on fait ça, oui. Peu importe c'était quoi, je disais oui. Puis là, ils faisaient, hein? Je disais oui, on le fait. Fait qu'on fait ça comment? Je sais pas. C'est toi qui m'as amené l'idée, il faut que tu trouves le moyen de le faire. Mais on est là, on le fait, go, on le fait. Puis c'est drôle, c'est dû à mon Dieu, je me souviens plus, j'avais vu une vidéo de monsieur, son nom m'échappe, mais il disait, on habitue nos enfants, puis on habitue les jeunes à toujours dire non, à mettre des contraintes, puis à mettre des affaires, puis à un moment donné, tu fais, ben, tu as raison, moi, je suis allé mettre des contraintes. Fait qu'à ce temps, je m'amuse ou je dis, bon, ben, à soir, je dis oui à tout. Puis c'est sûr, quand ma fille de 18 me demande mon char, là, c'est plus tannant, là, mais tu sais, je pense je respecte ça. Ce que tu amènes, Philippe, c'est d'avoir la possibilité d'essayer, de tester, de découvrir. Il y a vraiment une importance pour pouvoir découvrir qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te passionne. Il y a l'importance d'avoir une panoplie d'expériences possibles offertes. Puis tu sais, il y a ça, c'est l'importance d'être ouvert aussi, puis de dire, hey man, ouvre la porte à toutes. Tu sais, souvent, on ferme la porte à des affaires en se disant, ben non, ça, on peut pas, ça se peut pas, tu sais. Mais d'ouvrir la porte, tu sais, moi, je pense à tous les petits TDAH que je rencontre. Moi, un jour, mon rêve, là, c'est d'aller dans une classe juste de TDAH, là, de demander de faire un dessin. Puis de dire, c'est quoi votre rêve? On réalise de quoi? Puis à un moment donné, je pogne un dessin, puis on fait ça. Puis même si c'est d'aller dans l'espace ou dans quelque chose, on le fait. Je sais pas, ça va pas combien de temps, mais on va le faire. Je sais pas.
Euh, Monsieur Royer? Peut-être rajouter, entre autres, on parlait entre autres des enseignants qui font une différence. Il y a deux idées qui sont très importantes. C'est que la réussite scolaire est un facteur de protection. Et on sait que cette question-là de motivation scolaire, je pense, en milieu plus défavorisé, ça devient plus difficile, même au niveau de la réussite scolaire aussi. Et il y a un virement, il y a vraiment un changement de pensée, là, et ça, on le voit chez les meilleurs enseignants qui font une différence. Au lieu d'expliquer l'échec scolaire ou les difficultés scolaires par la pauvreté, lutter contre la pauvreté par la réussite scolaire. Concrètement, ce que ça veut dire, j'enseigne en deuxième année, j'ai un jeune qui a des difficultés, ça peut être TDAH ou autre, là, un jeune qui a des difficultés de retard scolaire. La phrase « Comment voulez-vous que ce jeune-là réussisse compte tenu de la famille qu'il a présentement? » Mhm. Les enseignants qui font une différence, c'est ce petit jeune-là, pour toutes sortes de raisons, là, n'a peut-être pas eu la chance d'avoir une vraie bonne première chance. Mais dans ma classe à moi, il va avoir une excellente deuxième chance. Et là, ce qu'on observe, c'est que ces enseignants-là, dans ce contexte-là, il y a un effet transgénérationnel. Vous savez, moi, je suis père de 4 enfants dont les cadets sont des triplés. Et tout ce beau monde-là m'ont rendu grand-père rapidement, 12 fois. Et là, j'ai beaucoup de monde à l'école présentement. J'ai un faible pour le transgénérationnel, là, ça me saute au visage présentement. Mais mon petit gars de deuxième année, là, qui va à l'école, justement, cette enseignante-là fait une grosse différence, qui réussit au secondaire, sort avec un diplôme d'études professionnelles, va au collégial, sort avec une autre forme de diplôme. Qu'est-ce qu'il va vouloir pour ses propres enfants? Les enseignants, les éducateurs doivent vraiment réaliser qu'ils influencent plus qu'une génération quand ils jouent un rôle de mentor ou d'accompagnateur et qui permettent à un jeune de réussir à l'école. Et ça, c'est fondamental. Cet enfant-là, devenu adulte, voudra la même chose pour ses enfants. Je vois Myriam qui veut réagir. La réussite scolaire, pour faire du pouce sur M. Royer, la réussite scolaire, il faut comme s'enlever ce stigmate-là, que ce n'est pas simplement un diplôme de secondaire 5. M. Royer vient de le dire. C'est d'autres formations, c'est d'autres études. Notre système a une multitude de formations, une multitude de diplômes qu'on peut acquérir. Il faut un peu s'enlever ça, que le parcours secondaire 1 à secondaire 5, la ligne droite, que c'est ça la réussite éducative. Ce n'est pas ça. On peut sortir des sentiers battus. Ne serait-ce, j'ai un jeune, bon, OK, on est pris en secondaire 2, d'accord, mais arrive à l'âge adulte, il peut aller chercher un permis de conduire. Oh, réussite va en amener une autre. Donc, on peut guider, il faut ouvrir nos horizons, là, puis essayer d'aller viser une réussite ailleurs, pas seulement dans un parcours. Donc, de sortir du parcours traditionnel de secondaire 5, après nécessairement, si un jeune n'est pas nécessairement bien dans ce parcours-là, bien, il y a d'autres types de parcours qui vont lui permettre de vivre des succès. Qui va aller susciter ses intérêts, ensuite, on va avoir des réussites, donc on va avoir une motivation. Donc, c'est une chaîne, là. Madame Cabot, est-ce que vous vouliez intervenir? Je vous voyais. Bien, en fait, moi, je voulais intervenir à ce que Véronique a dit tantôt. Ça m'a vraiment inspirée parce qu'elle parlait d'ambition, puis de pousser nos jeunes par en avant. Puis ça m'a rappelé un concept de prof, là. Nous, on appelle ça le style éducatif démocratique. C'est bon autant pour les profs que pour les parents, ce concept-là. Tu sais, le style éducatif démocratique, c'est mélanger dans nos interventions éducatives, que ce soit parentale ou pédagogique, mélanger la bienveillance puis le niveau d'exigence. Il faut être exigeant et chaleureux. Ça, c'est pas tout à fait facile de faire un mélange judicieux de ces deux affaires-là, mais dans le développement de la personne, dans les modèles développementaux en psychologie, c'est le style démocratique qui fonctionne le mieux dans le développement de la personne, pour un développement sain. Et quand on est prof ou parent, dans les interactions avec nos jeunes, arriver à ce mélange-là dans nos interventions entre être chaleureux, bienveillant, sécurisant avec nos jeunes, tout en étant exigeant, avoir des attentes élevées envers eux, avoir le mélange de ça, là, c'est ça qui marche le mieux pour un développement sain chez la personne. Fait que ça, quand Véronique parlait tantôt, là, je me disais, c'est en plein ça, c'est exactement ça, c'est ça.
Mais puis, Véronique, j'ai envie de te tendre la perche par rapport au rôle de l'employeur bienveillant et en même temps avec un cadre quand même, avec une discipline. Donc, comment tu vois le rôle de l'employeur par rapport à un jeune qui arrive sur le marché du travail avec ce que Mme Cabot vient d'amener? Mais moi, je crois beaucoup à l'investissement dans les jeunes, donc pour nous faire progresser, nous, les entrepreneurs ou les entreprises. Puis moi, je vois là vraiment un gros win-win dans ça parce qu'on a besoin de jeunes, on a besoin de travailleurs, d'employés motivés, on a besoin d'employés avec le sentiment d'appartenance. Parce qu'avec ça, on peut à peu près tout faire comme entreprise, là. Mais quand on les prend, nous, on prend beaucoup des stagiaires, justement, puis on essaie de les former, puis on investit en eux. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entreprise, je l'ai pris assez jeune, et je lui ai donné un poste un peu plus élevé, donc un poste de gestionnaire un peu plus élevé. Et je lui ai dit, je reconnais que tu n'as pas encore toutes les, je dirais, toutes les compétences du poste que je te donne. Mais je savais très bien, pour avoir fait une analyse psychométrique avec cette personne-là, qu'elle se nourrissait de défis. Donc, pour elle, pour garder sa motivation bien ancrée, je devais lui donner de gros défis. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait un plan de développement avec elle, elle est coachée, et ça n'exclut pas les feedbacks. Donc, il y a beaucoup de feedback qui se donnent. Bon, ben vois-tu, ça, je fais ça autrement. Quelque sorte, un peu de coaching de ma part, mais aussi du coaching à l'externe. Donc, j'ai investi dans cette personne-là et c'est ce qui m'a permis de maintenir sa motivation. Puis après ça, c'est carrément, je pense qu'on peut réaliser beaucoup avec ces jeunes-là qui veulent réussir. Mais ce que moi, je remarque de différent aussi, c'est que les jeunes, quand on dit maintenant, c'est nous qui passons en entrevue plutôt qu'on les passe en entrevue, c'est que les jeunes ont besoin de savoir la vision de l'entreprise. Où est-ce que cette entreprise-là s'en va? Quelle est la mission? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Ils ont besoin de s'attacher ils ont besoin de se reconnaître dans ça. Et c'est important de le communiquer aussi à ces jeunes-là. Puis moi, j'en dis un peu plus que pas assez quant à la vision de l'entreprise. Donc, moi, ils savent où je m'en vais. J'essaie de focaliser beaucoup sur les communications. Voyez-vous, là, on a des petits problèmes, mais voici c'est quoi le plan de match pour s'y rendre. Donc, ils ont besoin de ça, ils se nourrissent de ça. On n'est plus à l'ère où est-ce qu'on exige fais ta job, puis tu es payé pour faire ça, puis de penser comme ça. Les jeunes veulent appartenir, les jeunes veulent des défis. Moi, je donne des projets. Moi, je veux réaliser, je veux qu'ils puissent se réaliser. Donc, vas-y, tu as un projet, mène-le à bien. Je ne te dirai pas comment, impressionne-moi, puis après ça, je vais t'aider, par exemple. Puis, c'est surtout d'accepter que le jeune ou l'employé va faire des erreurs. On ne laisse pas beaucoup, dans notre société québécoise, je dirais, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur. Moi, je vais faire un parallèle avec le monde bancaire, avec les financiers, parce que je suis malheureusement comptable, mais il n'y a pas place à l'erreur. L'entreprise n'a pas le droit de se tromper, puis ça va se transmettre souvent dans ce qu'on exige de nos employés. Bien, moi, c'est un peu l'inverse. Je ne pense pas comme ça. Moi, fais tes erreurs, je vais t'aider à te relever, parce que plus tu te mets vulnérable, plus tu fais des erreurs, je dirais, entendons-nous qu'on parle d'erreurs qui se corrigent, je vais t'aider à les corriger, je vais t'aider à progresser. C'est ce qui va faire progresser le jeune. Puis le jeune qui voit qu'il y a cette confiance-là de son employeur, bien, je pense que là, il est libre de montrer qui il est, puis d'accomplir quelque chose. Je suis très axée, moi, sur la latitude, sur la compréhension, puis je pense que c'est vraiment une culture d'entreprise que l'on offre à nos jeunes, puis de les prendre le plus tôt possible à la sortie de l'école, puis déjà de leur témoigner cette confiance-là, bien, c'est certain que ça va les aider, et ça va nous aider, nous, comme employeurs, à faire de vrais ambassadeurs, puis c'est ce qu'on a besoin, puis c'est ce qui est plus rentable, on va se le dire, pour les employeurs. Donc, c'est vraiment un win-win au bout du compte. Il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit
pour se sentir capable d'essayer, de se lancer. Donc, qu'il y ait de l'espace, justement, pour tester et faire des erreurs. Juste avant de passer au sujet des transitions, je veux vous entendre par rapport à l'importance de ces moments cruciaux-là par rapport à la motivation, la suite de la motivation dans le parcours, mais sur ce que Véronique vient d'amener sur l'espace pour tester et se tromper. Là, je voyais Philippe qui semblait peut-être vouloir, ou Myriam, est-ce que vous vouliez compléter par rapport à la possibilité de tester le droit à l'erreur, le droit d'avoir un espace pour dire, ben ça nous permet de grandir. Effectivement, je veux dire, en fait, je me caressais à la barbe, je n'avais pas vraiment l'intention de parler. Mais non, mais elle a raison là-dessus, c'est que c'est vrai que c'est souvent dans des erreurs qu'on avance davantage, qu'on comprend plus. Tu sais. Si on reste toujours dans le même moule, puis qu'on avance dans le même moule, puis le moule est réussi, puis on reste dans cette réussite-là, comment on fait pour avoir un moule un peu meilleur, tu sais? Fait que oui, c'est en se trompant. Des fois, c'est même dans une recette. Tu sais, ça m'est arrivé de mettre trop de vanille. Je me rends compte que j'aime vraiment ça, la vanille, puis je vais en mettre plus d'habitude. Mais c'est de ne pas avoir peur d'oser le faire, parce que sinon, on reste statique dans un moule qu'on ne veut pas rester là. Tu sais. Le but dans la vie, je crois, c'est toujours de penser en dehors de la boîte et non de penser juste dans la boîte. Tu sais, je veux dire, moi, je ne veux pas être le gars qui regarde la parade, pas être le gars qui est chez eux qui le regarde. Moi, je veux être dans la parade. Tu sais, je veux mon chapeau, puis je veux faire puis je veux m'amuser. Tu sais, c'est ça le but. Oui, tout à En fait. tout cas, c'est tout. Je vois aussi un autre commentaire, transformer le mot erreur par opportunité. Je pense que c'est exactement ça. Là. Myriam, est-ce que tu voulais compléter? Oui, bien, en fait, quand adulte significatif, ce que Véronique a dit aussi, tu sais, quand tu as dit tantôt que des fois, ça ne sera pas nécessairement des enseignants ou tu sais, nos parents. Ben oui, nos parents deviennent un adulte significatif, un peu par défaut. Mais, tu sais, moi, personnellement, j'en ai pas eu d'enseignants significatifs nécessairement. Ça a été toujours difficile. Puis, surtout la transition là, au niveau adulte, donc, qu'Isabelle parlait, donc, rendu à adulte, là, cégep, université, tu sais, je ne le mets pas de l'avant, je pense, là, mais j'ai quand même fait un bac en 8 ans, donc en le double du temps, j'ai resté 10 ans à l'université. Fallait être motivé quelque part là, pour rester là pendant 10 ans. Puis, c'est des adultes à l'extérieur, dont mes relations de travail à temps partiel. Donc, les adultes significatifs, mon travail à temps partiel, ce sont des adultes qui, comme Véronique, m'ont poussé, ils me donnaient des défis, ils ont vu que je fonctionnais au défi. OK, fais-moi ça. Je te laisse ça. Donc, tu sais, ça c'est venu chercher ce lien-là avec les adultes significatifs. Donc, ne pas négliger non plus les expériences de nos jeunes rendus à l'âge adulte, à l'externe, sur le marché du travail. Ne pas simplement voir « Ah, c'est un travail à temps partiel ». Non, c'est une expérience où il va y avoir peut-être des erreurs, mais des chances de tisser des liens aussi et donc de créer son filet de sécurité pour avancer là, au niveau de la motivation quand on est une personne qui a un peu plus de difficultés au niveau scolaire. Bien, merci. Puis, justement, par rapport à ces périodes de transition-là, on ne peut pas parler de motivation clé de l'engagement chez les jeunes sans parler de ces périodes-là qui sont des moments cruciaux. Puis, dans la période actuelle, où il y a des jeunes qui sont passés de 6e année à secondaire 1 dans un contexte complètement hors norme, où il y a des jeunes qui ont fini leur secondaire 5, où ils n'ont pas eu de balle de finissant et qui ont débuté par la suite leur arrivée, ils ont fait leur entrée au cégep ou dans une école professionnelle ou dans une université. Comment on peut s'assurer que ces transitions-là puissent se faire dans les meilleures conditions? Sur quel élément on doit porter une attention particulière par rapport aux transitions pour préserver la motivation de nos jeunes?
Monsieur Royer? Ben, écoutez, il y en existe plusieurs transitions. On peut regarder, passons du primaire au secondaire et du secondaire au collégial. Du primaire au secondaire, si les connaissances et les habiletés que vous avez, l'écart est beaucoup trop grand pour être en mesure. En clair, vous passez au secondaire avec une probabilité de réussir en première secondaire presque nulle. Vous aurez beau travailler sur la motivation, si vous avez un niveau de lecture ou de compréhension de lecture de 4e année, vous passez en première secondaire, il va y avoir des problèmes. On voit la même chose au niveau du collégial. Si vous êtes en 5e secondaire, je sais qu'il n'y a pas eu de balle de finissant, etc. La majorité, malgré tout, c'est très dur présentement la première année au collégial pour ces jeunes-là. Malgré tout, il y a une question de se sentir isolé. C'est un peu dépressif, mais ceux qui sont passés avec d'excellentes habiletés sur comment travailler, puis se débrouiller, puis être autonome, vont s'en tirer. Mais si vous passez au collégial très faible, et ça, c'est documenté, là. Vous avez une moyenne inférieure à 70 ou à 65 au secondaire et vous passez au collégial, la probabilité d'obtenir un des diplômes dans les temps prévus, là, ça tombe. Donc, ça, il y a une question d'être. Écoutez, jouez dans le tournoi Pee-Wee, là, pour l'équipe de votre municipalité. Vous êtes défenseur et vous ne savez pas patiner de reculons. Vous aurez beau parler, on aura beau travailler sur votre estime de vous-même, vous encourager sur le banc, là, il y a un problème, là. Et ça, c'est le premier aspect. Dans les interventions susceptibles d'améliorer la situation, on pourra en parler tout à l'heure au niveau des camps d'été ou des choses comme ça, mais il y a une mesure phare présentement qui est en train de se mettre en place. Moi, j'avais recommandé au ministère de l'Éducation le printemps dernier cette idée, puis c'est en lien avec notre question de personnes significatives, la création d'un programme comme en Angleterre, la création d'un programme national de tutorat pour des jeunes pour qui la COVID a rendu la situation nettement plus difficile. Et ça, j'ai revérifié avec le ministre cette semaine, les sommes vont être disponibles, mais c'est l'idée que moi, étudiant en activité physique, comme enseignant en activité physique, en deuxième, troisième année de l'université, je prends sous mon aile et je deviens tuteur d'un jeune de deuxième ou troisième secondaire qui a besoin d'être accompagné, que ce soit dans des disciplines comme telles, mais il y a quasiment un rôle de mentorat qui peut être joué là-dessus. Ça, c'est une des mesures permettant d'accompagner. Mais il faut toujours être très préoccupé par quand la marche est trop haute, là, c'est pas de sauter une marche, là. Vous avez besoin quasiment de sauter la moitié de l'escalier pour être capable d'être en mesure de réussir et de vous sentir bien. Là, la transition devient extrêmement difficile. Oui, si le retard est trop grand, comme vous dites, c'est plus une question de motivation. Madame Cabot, est-ce que vous voulez compléter Oui, par rapport à ça? ben, en plus de tout ce que M. Royer vient de dire, les programmes nationaux et tout, qu'est-ce qu'on peut faire comme prof dans la classe, dans ce contexte-ci, avec ces étudiants-là qui sont plus vulnérables, qui sont en transition? J'avais le goût de parler de nos feedbacks, nous, pédagogiques, les profs, là. Il y a un champ de littérature immense là-dessus qui me porte à croire qu'une des bonnes stratégies à adopter, en particulier actuellement, mais c'est toujours bon, là, c'est qu'en tant que prof, il faut avoir en tête, tu sais, tantôt on parlait que dans la transition secondaire collégiale, ils ont comme toute une autonomie à apprivoiser, hein, parce que, tu sais, au secondaire, ils sont plus pris en charge à l'intérieur d'un horaire rempli du matin à la fin d'après-midi, tandis que quand ils arrivent au cégep, là, ils ont plein de trous, ils ont des cours, puis il n'y a rien entre les cours, puis là, ils pensent qu'ils sont en pause. Tu sais, moi, c'est ça qu'ils me disent, j'ai une pause de 6 heures entre mes 2 cours. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais tu travailles, tu sais. C'est ça, la gestion de l'apprentissage d'autonomie. Bien, il faut voir le cheminement que nos étudiants vont avoir là, au collégial ou à l'université. Peut-être que, je ne sais pas si ça peut bien s'appliquer au secondaire, mais quand on a des étudiants en première session, là, ils sont dans la transition, le secondaire collégial, c'est bien important, je crois, en tant que prof, d'avoir un planning de feedback cohérent dans notre session. C'est important pour l'étudiant qui fait un premier travail ou un premier examen de recevoir une rétroaction personnalisée de son enseignant sur sa production. Puis ce qui est important, c'est que pour l'étudiant, il faut que le feedback soit utilisable pour la prochaine épreuve à faire. Souvent, on corrige, on met des feedbacks dans la marge, on écrit. Après, c'est fini.
Après, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire avec ça. Le prochain examen ou le prochain travail va porter sur autre chose. Fait que, tu sais, moi, avant d'avoir toutes ces connaissances-là dans ma tête, tu sais, je faisais ça aussi. Là, je mettais plein de commentaires pour mon étudiant. Je travaillais fort là-dessus. Puis là, je remettais mes examens. Puis je voyais que mes étudiants ne lisaient même pas mes commentaires. Puis là, je me disais, oh! Mais maintenant, je comprends qu'il faut que l'étudiant voit que les commentaires vont lui servir pour la prochaine épreuve. Puis pour ça, il faut qu'on leur dise, il faut que ce soit explicite. Fait que maintenant que j'ai appris ça à force de lire, maintenant que je fais ça, là, ça fonctionne, ça pogne. Mes rétroactions, ils pognent, ils ont de la pogne sur mes étudiants. Là, j'explique à mes étudiants quand je remets une première évaluation, je leur dis là, ces feedbacks-là, ils vont te servir de telle manière pour la prochaine shot. Tu vas pouvoir avoir une meilleure note si tu fais telle affaire, telle affaire, telle affaire. Là, les étudiants les mangent, mes rétroactions. Maintenant, avec la distance, je fais des rétroactions personnalisées, mais par vidéo. Je leur envoie des petites vidéos de feedback sur leurs travaux. Puis, tu sais, moi, je mets ça sur des YouTube non répertoriés. Là, puis, tu peux voir sur YouTube combien de fois la personne a regardé sa vidéo. Mes étudiants, là, ils les regardent à fond, leurs rétroactions. Ils regardent plusieurs fois. Ils les regardent pour faire leur prochain travail. Ils les regardent pour améliorer leur prochaine performance. Ils les regardent pour préparer leur examen. Ils les mangent. Mais parce que là, c'est l'utilité. Oui, c'est parce que l'étudiant a besoin de voir que ça va y servir. Parce que, tu sais, sinon, il ne voit pas la pertinence. Et quand il voit le feedback et qu'il comprend comment stratégiquement ça peut lui être utile, ils deviennent avides de ça. Puis ils sont super contents. Fait que je pense qu'en première session, le fait d'avoir dans notre planification de cours une programmation de feedback qui est cohérente, mais du point de vue de l'étudiant, il faut se mettre dans sa tête à lui. Ça, je pense que ça peut donner une chance aux étudiants plus vulnérables parce que les étudiants plus vulnérables, comme tout le monde, mais peut-être plus pour eux, c'est important pour eux d'être capables d'anticiper ce qui va se passer. C'est très sécurisant de pouvoir anticiper ce qui se passe, de savoir comment ça va se passer. Avec une programmation de feedback comme ça, en leur expliquant explicitement là, comment ça fonctionne, comment tu peux utiliser mes feedbacks, ça, je pense que c'est bon. Puis là, tu donnes un petit peu plus d'espace, un petit peu plus d'espace, un petit peu plus d'espace dans tes feedbacks à mesure que l'étudiant avance dans son cheminement pour que, rendu en dernière session, il soit proche d'une autonomie professionnelle, qu'il maîtrise plus son autonomie. Mais en première session, il faut qu'on soit plus serré, plus proche, plus de proximité, je pense, dans nos rétroactions. Mais dans la période de transition aussi, au niveau des jeunes, ce qui est un peu un défi pour eux, c'est de ne pas nécessairement être préparé, voir, comprendre, être capable de se projeter, être capable de comprendre ce qui les attend et quand ils sont dans la situation, se retrouver avec un paquet de zones grises, de néant. C'est pas sécurisant, c'est ça. Exact. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Non seulement on est dans un contexte social complètement inconnu, mais en plus, il change d'établissement, il change de fonctionnement scolaire. C'est complètement inconnu. Fait que de se retrouver dans des cours avec des profs qui leur montrent comment ça va se passer le chemin, puis que dans ce cours-là, dans ce petit contexte-là de ce cours-là, l'étudiant, il sait comment ça va se passer. C'est clair. Le mode de fonctionnement est clair. C'est clair, clair. C'est tout planifiable, c'est tout anticipable pour l'étudiant. Ça, c'est super sécurisant pour eux. Fait que ça, c'est peut-être un petit ingrédient qu'on peut essayer pour les aider à faire cette transition-là actuellement. Monsieur Royer, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Puis après, Myriam, Véronique et Philippe, j'aimerais ça que vous nous partagiez, si vous avez de vos propres expériences de transition, puis l'impact que soit dans des conditions facilitantes ou des conditions plus difficiles, l'impact que ça a eu, comment vous avez géré ces situations-là. Donc, Monsieur Royer, d'abord pour poursuivre. Oui, en complément. Moi, j'ai enseigné 28 ans à l'université, mais j'ai enseigné 5 ans aussi au niveau du collégial. Donc, je suis très proche des préoccupations de mes collègues. Mais je veux absolument ramener ceci qui est important. On a un système scolaire au Québec qui est extrêmement inégalitaire. Je vais faire le lien avec le cégep, là. J'ai les écoles privées
qui accueillent certains jeunes en difficulté, mais c'est très homogène, fort, il y a une sélection. J'ai des écoles publiques à projet particulier, écoles internationales publiques, etc., qui sélectionnent aussi. Et là, j'ai les écoles publiques ordinaires. Privées, projet particulier, les chances d'aller au cégep sont 2 fois supérieures à si vous fréquentez une école ordinaire. Donc, la phrase ou le leitmotiv qu'on doit absolument développer, et ça devient pratiquement intenable au Québec, toutes les écoles doivent se préoccuper de tous les jeunes au Québec et toutes les écoles doivent se préoccuper et offrir ce genre de soutien parrainage pour les jeunes qui ont certaines difficultés. J'ai des concentrations de jeunes vulnérables dans des écoles secondaires ordinaires qui arrivent au cégep. Et de fréquenter des jeunes, d'avoir une classe normale, un noyau de fort, un noyau dans la moyenne, un noyau de faible au point de vue scolaire, mais aussi des faibles, peut-être au niveau scolaire, qui ont d'excellentes habiletés dans d'autres. En clair, plus les écoles vont être inclusives, plus ça va contribuer à améliorer la situation au cégep. Ce n'est pas normal que ce soit 1 sur 3 et 2 sur 3 qui vont au cégep quand je compare mes différents types d'écoles. Et ça, c'est fondamental. Les autres provinces canadiennes ne fonctionnent que très peu comme ça. Et c'est vraiment ça, une réflexion d'ensemble qu'on va devoir avoir par rapport à ce problème-là. Pour amener plus d'équité et d'égalité des chances. Diversité aussi. Oui, tout à fait. Philippe, oui. C'est beau ça, M. Royer. C'est très, très beau pour être porte-parole de la semaine pour l'école publique. Je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on a des voisins qui ont un système d'éducation publique vraiment extraordinaire. 95% des écoles en Ontario sont publiques, 5% sont privées. Mais évidemment, dans ce contexte-là, c'est sûr que l'inégalité, elle est là. Elle a toujours été là. C'est comme un peu incompréhensible là, qu'on ne donne pas la chance à tout le monde, une chance égale à tout le monde de réussir. Non pas nécessairement que c'est comme ça au début qu'on avait pensé à ça. Là. Probablement que ça a dérapé au fil des 50 dernières années, puis que là, on se rend compte qu'il y a vraiment une inégalité énorme. Je pense que la transition aussi fait, pour ma part, moi, je suis un gars de buffer. Je vais vous expliquer c'est quoi un gars de buffer. C'est qu'à chaque fois que je faisais des transitions, moi, je suis parti de la 6e année, je suis allé en cheminement particulier 1 et 2. Donc, j'ai fait mon secondaire 1 en 2 ans. Fait que j'avais un buffer d'1 année pour m'habituer à qu'est-ce que le secondaire. Et la 2e année, ben là, j'étais plus dans les travaux pour réussir mon secondaire 1. Et quand je suis arrivé au cégep, évidemment, vu que j'étais un gars de buffer, j'ai décidé de prendre une session de buffer, qui est une session d'adaptation, de savoir c'est quoi le cégep, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est cette grosse boîte-là, où je veux m'en aller. Je savais que je voulais m'en aller en éducation spécialisée, mais j'hésitais un peu, fait qu'en prenant une genre de session de buffer, moi, ça m'a aidé énormément. Sauf que la différence entre moi et un élève normal, c'est que moi, je suis arrivé au cégep à 20 ans. Donc, j'avais déjà un petit peu plus de maturité que les autres, mais cette transition-là, elle était facile parce que ma motivation, c'était l'improvisation. Donc, je savais qu'en allant au cégep de Jonquière, je rentrais dans probablement une des meilleures équipes au Québec qui était de l'improvisation. Fait que c'est ce qui a fait, ça a donné ça. Et en tombant en éducation spécialisée, bien là, je trouvais ça le fun parce que, oui, on fait des dissertations en philo, on fait des dissertations en français, mais au moins, j'avais des cours à lesquels ils me motivaient, des cours sur la psychologie, sur l'entraide. Fait que ça, c'était agréable. Je tombais enfin dans une branche que j'aimais, dans quelque chose que j'appréciais. Fait que ça m'a aidé énormément. Je pense que le buffer est important. Souvent, moi, je dis souvent à mes enfants, n'oubliez pas que vous êtes des enfants. Ils vont, non, mais arrête, n'oublie pas que tu es un enfant. À la base, tu es un enfant. Amuse-toi, puis du fun, puis on va t'accompagner. Puis un jour, là, quand tu auras 19, 20 ans, puis tu feras, hey, c'est ça que je veux faire, ben là, on clenchera. Puis après, tu partiras. Tu comprends? C'est comme un peu dans cette optique-là que moi, j'ai toujours vu les choses. Fait que voilà. Oui, merci, Véronique. Myriam, est-ce que vous voulez partager? Oui, Véronique? C'est certain que nous, comme employeurs, quand on accueille des jeunes qui sortent des bancs d'école, ben là, ils font face à la vraie vie. Donc, la dynamique, elle change un peu pour eux, mais elle coule pas parce que je pense que les entreprises, en tout cas, je vais parler de la mienne, on a peut-être, quoi qu'on embauche, on valorise beaucoup le programme de stage et on essaie de faire le plus de partenariats avec les institutions d'enseignement.
mais je pense qu'il faudrait aussi, au sein de l'entreprise, améliorer justement l'intégration de ce jeune-là pour garder vraiment, pour que, c'est ça, pour s'assurer que l'intégration soit maximale. Puis ça, c'est probablement d'offrir des outils, puis même un accompagnateur, tu sais, ça pourrait être ça. Donc se soucier du jeune qui passe des bancs d'école à la vraie vie. Un accompagnement dans je pense que l'accompagnement devrait être mis de l'avant, mais il y a aussi peut-être d'augmenter les transitions avec les institutions d'enseignement. Je fais peut-être un peu plus référence au cégep qu'aux universités parce que tu as des programmes de stage qui sont vraiment intéressants dans certaines universités qui font bien le pont entre le milieu scolaire et le marché du travail. Mais je pense qu'on aurait avantage à travailler encore plus avec les cégeps pour peut-être développer. Puis je sais que ça se fait, puis mon but, ce n'est pas de dire que ça ne se fait pas, mais peut-être rallonger ces périodes de transition-là, puis peut-être d'y aller graduellement. Donc, moi, je pense que ça donnerait vraiment plus de chances de succès comme ça, mais c'est évidemment une idée. De baisser l'appréhension sur l'inconnu. L'inconnu, puis nous, les entreprises, les employeurs, on a des attentes. On a des attentes au jour 1, puis il faut quand même être conscient que ces jeunes-là arrivent du milieu scolaire, puis sont intimidés parce qu'il y en a qui, oui, on a tous eu des emplois d'étudiants, mais là, il faut être performant au jour 1. Tantôt, je parlais du droit à l'échec, puis effectivement, pour moi, je suis d'accord, c'est une opportunité, mais d'accepter que le jeune comprendre que le jeune se met en danger aussi, donc créer l'environnement adéquat pour le jeune qui arrive au sein de l'entreprise. Mais à culpa, je pense qu'on devrait mettre l'emphase là-dessus. Là. Super intéressant. Myriam, est-ce que tu veux partager par rapport à ça? Oui, en fait, je dirais de ne pas mettre de côté les intérêts autres que la carrière ou ce qu'on veut faire rendu à l'âge adulte. Donc, on a souvent un focus, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir, mais il y a des intérêts qui sont autres de côté. Philippe parlait de l'improvisation. Pour moi, c'était le sport. Donc, ça faisait un non-sens lorsque j'arrivais au cégep de me dire qu'est-ce que tu veux faire, donc qu'est-ce que tu veux viser comme carrière et que ça soit le noyau central, alors que j'ai des difficultés scolaires. On vient tuer ma motivation en me disant tu dois te centrer là-dessus pour réussir. Donc, de donner une valorisation aux intérêts qui sont externes, donc le sport, l'art, peu importe, de garder cet intérêt-là. Donc, l'intérêt qu'on développe chez les jeunes, qu'on maintient début secondaire, j'ai l'impression qu'à l'âge adulte, on les laisse de côté comme si ils perdent dans leur chemin. Mais il faut que ces intérêts-là restent en place pour des jeunes, pour des adultes qui ont des difficultés scolaires. C'est ça, moi, qui m'a maintenue à l'école. C'est ça qui m'a permis d'avoir une motivation pour terminer mon baccalauréat. C'est ça qui m'a permis de devenir enseignante. Donc, au moment où on me dit « tu devras faire un choix », faire un choix entre être une boxeuse vers les Olympiques ou enseignante. Exactement. Entre la boxe. Avoir les deux. Entre la boxe et l'enseignement, à les minutes où quelqu'un m'a dit tu devras faire un choix parce que c'était quand même un intérêt exigeant et en stage d'enseignement, on comprend l'exigence. Je n'ai pas voulu faire un choix parce que c'est ça qui me maintenait à l'école. Donc, pour moi, c'est ça qui me maintient ici. Donc, je dois le garder. Je n'ai pas voulu faire de choix. J'ai été têtue, certes, mais reste que cet été, je m'en vais quand même aux Jeux olympiques. Donc, c'est un long parcours. Là, on ne se le cachera pas, c'est un long parcours, mais c'est ce qui maintient les jeunes à l'école, les adultes à l'école. Tout à fait. Est-ce que sur la notion des transitions sur les conditions particulières qu'on vit, est-ce que vous avez d'autres recommandations, M. Royer, Mme Cabot, à faire avant que je vous partage la vidéo de Francis Marotte, le gardien de but
excusez-moi, gardien de but, des Sound Tiger de Bridgeport qui va aussi pouvoir nous partager son expérience. Donc, M. Royer, Mme Cabot. Ça l'a figé sur mon écran. Pourriez-vous juste résumer votre question? Ou votre Oui, en fait, je voudrais savoir si, au niveau des transitions, puis particulièrement dans le contexte où on est, si vous avez des derniers éléments de recommandations à faire pour accompagner ces transitions-là, pour faire en sorte justement qu'elles se vivent le mieux possible. Du préscolaire au primaire, c'est toute la question d'intervention précoce en littératie au niveau de la maternelle 4 ans, 5 ans. La maternelle 4 ans qui est un gros plus présentement. C'est cette question-là, à un moment donné, de mettre le jeune en contact avec la lecture et au niveau des parents, avec la possibilité justement d'accompagner, de lire aux enfants, etc. Au niveau du secondaire, moi, parent ou moi, enseignant, je suis de jeune de 5e année, ou de 6e année, si j'ai des craintes par rapport au passage au secondaire, la possibilité d'avoir quelque chose de... Vous savez, on a des camps de perfectionnement au hockey durant le mois d'août. Quand on voit le petit banc de neige à la porte de l'aréna, là, il y a des gens qui vont faire des cliniques de hockey au mois d'août. Il y aurait sûrement possibilité de faire des choses intéressantes, pas stimulantes. Je ne parle pas de récapitulation, là, mais d'être en mesure de mieux supporter, de préparer justement davantage le passage au secondaire. Au niveau du collégial, j'ai déjà suggéré, il y a toujours cette possibilité éventuellement de penser à un secondaire 6 ou tout au moins à une forme de meilleure préparation pour passer au secondaire. Parce que j'ai mes notes pour passer, mais je passe tellement faible que la probabilité que je réussisse devienne vraiment très, très mince. Mais c'est toute la question d'être capable d'intervenir en amont toujours, en lecture au niveau du préscolaire primaire et sur des habiletés ou des compétences ou même un niveau d'autonomie. Je complète simplement en disant que j'ai aussi des parents là, hélicoptères qui surveillent tout, qui surveillent trop. Et quand le jeune passe au collégial, ça pose des problèmes. J'ai même des parents chasse-neige. Parents chasse-neige qui enlèvent tous les obstacles qu'un jeune pourrait rencontrer. Et je sais que ma collègue du collégial va peut-être vous en dire un mot, mais un parent chasse-neige qui vient contester les notes données par un prof de français en collégial 1, c'est quelque chose aussi. Oui, tout à fait. Trop interventionniste. Madame Cabot? Oui, bien, il a raison, M. Royer, quand il dit ça. Mais bon, moi, je n'ai pas beaucoup connu de parents chasse-neige dans ma pratique au collégial. Probablement qu'il faudrait poser la question aux directions des études. Ça doit être eux qui reçoivent ces demandes-là. Mais ben, moi, j'ai envie juste pour poursuivre dans la même veine, juste un petit 30 secondes, je voudrais revenir sur justement les parents, parce que c'est de ça dont M. Royer parlait. Oui. Tu sais, quand on change, tantôt tu l'as dit, Valérie, là, c'est pas le même genre d'intervention, je pense, là, entre l'enfance, l'adolescence puis le jeune âge adulte. Tu sais. À l'enfance puis à l'adolescence, on est un petit peu plus dans la structuration de notre enfant, tu sais, dans la formation de notre enfant. Mais quand il passe à l'âge adulte, ben là, il faut y laisser un peu plus d'espace, mais je pense qu'il ne faut pas arrêter de s'intéresser à lui. En fait, je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être vraiment intéressé à nos jeunes. Il ne faut pas se montrer intéressé. Il faut être intéressé. Je pense que c'est ça qui est important. Puis quand on est réellement intéressé à nos jeunes de 17, 18, 19 ans, qu'on jase avec eux autres de ce qu'ils ont vécu, pas parce qu'on veut savoir puis qu'on veut contrôler, parce que ça nous intéresse. Ça goûte différent pour le jeune, ça, dans la relation. Puis je pense que ça peut être un autre ingrédient, facilitant dans la transition. Mais c'est de l'authenticité, puis, tu sais, d'être vraiment intéressé versus se montrer intéressé alors que ça ne se ressent pas. Je pense ça fait toute la différence. Bien, tout à fait. Tu sais, Philippe, on avait déjà eu la discussion de se mettre au même niveau. Puis, tu sais, il n'y a pas de question de hiérarchie ou de posture d'enseignant qui va s'intéresser juste si les résultats sont là. Non, vraiment de se mettre au même niveau puis d'avoir de l'intérêt pour ce que le jeune a vraiment à dire. Qu'est-ce qui l'intéresse? En fait, il faut voir la relation comme étant des partenaires. C'est comme en business, comme dans n'importe quelle affaire. Quand on travaille en équipe avec des gens
des devoirs, c'est des partenaires. Tu sais, moi, aujourd'hui, mes auteurs, c'est des partenaires, c'est des partenaires qui prennent un risque avec moi. Tu sais, c'est ça, c'est qu'on est associés, vous êtes partenaires pendant une année, puis vous changez la vie de ces jeunes-là. Tu sais, c'est comme ça, je pense qu'il faut le voir. Oui, tout à fait. Donc, je vais maintenant vous partager une vidéo. Ça ne sera pas long, je suis en train d'aller le chercher, qui va vous permettre de prendre connaissance premièrement, de rencontrer Francis Marotte, qui est justement gardien de but pour les Sound Tigers de Bridgeport, la Ligue américaine de hockey, qui est une équipe affiliée aux Islanders de New York, qui va nous partager comment est-ce qu'il a fait preuve de motivation, c'est drôle parce que vous allez voir, c'est quelqu'un qui est plein de doutes, mais qui fonce dans son doute et qui fait preuve d'une persévérance vraiment très inspirante. Donc, je vous partage ça. Ensuite, on va conclure notre échange, puis on va prendre les questions de nos participants. Donc, j'ai un parcours assez particulier au niveau du sport. Ça m'a amené à voyager beaucoup à travers les années. Puis, je suis maintenant joueur de hockey professionnel à Bridgeport, au Connecticut, l'équipe affiliée des Islanders de New York. Donc, mon parcours m'a amené ici à travers les années. J'ai eu beaucoup d'embûches, mais je me suis rendu ici, donc je suis vraiment choyé. J'aime toujours ça commencer par le fait que j'étais quelqu'un de vraiment insécure. J'avais besoin des parents alentour de moi pour traverser les obstacles que j'avais dans ma vie. Puis les obstacles quand j'étais plus jeune étaient beaucoup à travers le sport. J'ai joué au hockey toute mon enfance, puis j'ai jamais vraiment été le meilleur dans mon sport, mais j'ai continué à persévérer. Mes parents ils m'ont poussé à persévérer à travers les années, puis ultimement, ça m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui, puis j'en suis tellement reconnaissant de l'appui de mes parents. Mes parents, ils m'ont vraiment appris à OK, tu veux essayer quelque chose, tu vas l'essayer au fond avant de décider que tu n'aimes pas ça. Puis, tu sais, sans avoir vu ça, j'aurais jamais été ici en ce moment. Tu sais, t'as besoin des passions pour te motiver. Si tu me poses la question, là, c'est vraiment pour ça que je me lève à chaque matin, parce que j'ai une passion, pas seulement pour le hockey, mais pour ma santé en général, puis la santé de ceux qui m'entourent aussi. Là. Puis, c'est la même affaire pour les jeunes. C'est plus dur parce que t'es immature un peu quand tu es jeune, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui te motive, mais les jeunes, ils devraient avoir accès à une variété de choses pour voir vraiment ce qui les passionne, à la place d'être dans un cadre serré, puis dire « OK, c'est ça que tu vas faire, puis tu es obligé de faire ça. » Tu sais, moi, on dirait que quand j'étais plus jeune, j'associais toutes les fois que j'avais des obstacles, puis ça marchait pas mes affaires, on dirait que je me rapetissais, puis je sentais que je pouvais pas m'exprimer parce que je réussissais pas, tu sais. Vu que je réussissais pas, je me disais, je vais juste faire mes choses, puis être petit, puis être invisible un peu. Fait que, tu sais, juste laisser les jeunes qui ont un petit peu plus de la misère, leur laisser l'espace de s'exprimer, leur poser des questions, les laisser grandir à leur propre rythme. Tu sais, j'ai toujours eu tendance à pousser à travers mes obstacles à la place de dire « Wow, c'est un obstacle, je ne serai pas capable de le surmonter, je vais juste être safe. Je ferai rien qui va m'exposer, qui va montrer à tout le monde que je suis faible dans le fond. » Donc, c'est comme une petite motivation en dessous qui m'a toujours poussé à être la meilleure version de moi-même. Puis, tu sais, je sais pas, même aujourd'hui en faisant ça, tu sais, c'est un doute que j'ai de m'exprimer, puis
de sentir que j'ai quelque chose à dire. Tu sais, c'est dur pour moi de m'exprimer parce que je sens qu'il y a du monde qui font face à des épreuves pas mal plus grandes que moi en ce moment en train de parler à des gens. Mais tu sais, ça me pousse à être une version de moi-même qui est meilleure. Puis, tu sais, c'est ça qui me motive dans la vie, puis c'est ça qui m'a motivé quand j'avais 15 ans aussi, là. Voilà, c'est Francis Marotte qui aime et qui accepte de se mettre en situation de vulnérabilité, de foncer dans ses peurs. C'est quand même bien inspirant de voir son parcours où petit gars insécure a accepté de partir à 15 ans au Colorado, qui a vécu un paquet de défis à travers ce parcours-là, mais que plutôt que de décider de revenir puis de rentrer dans sa sécurité, a décidé d'affronter l'adversité. Donc, oui, Myriam, tu voulais réagir? Il y a un terme qui est « essayer ». Les jeunes ont besoin d'essayer. Mais en tant qu'adulte intervenant, il n'y a pas une façon, OK, de viser la motivation, il y en a plusieurs. Faites juste essayer. Essayez vous aussi. On le dit aux jeunes adultes, on dit essayez. Mais en tant qu'adulte, on oublie de se le dire. Faites juste essayer. Essayez vous aussi. Ça ne sera pas parfait, mais il n'y en a pas une façon, puis il y en a plusieurs. Il faut essayer. Oui, tout à fait. Ce que Francis me partageait, c'est, tu sais, j'en fais des erreurs, des fois j'essaie, puis je suis pas bon, puis je tombe, mais finalement, j'apprends, et tu sais, tantôt je disais la notion d'opportunité, bien, il saisit ça comme des opportunités d'apprentissage et de toujours devenir, tu sais, il l'a dit 2 fois, de devenir un meilleur humain. C'est vraiment pour lui, c'est sa perspective de dire, bien, j'essaie. Si je me trompe, c'est pas grave, j'apprends. Est-ce que Monsieur Royer, Isabelle, Cabot... Moi, j'ai le goût de réagir à Myriam parce que, tu sais, moi, j'entends tellement souvent ça. J'ai plein de collègues profs que j'entends dire ouais, mais là, tu sais, quand on se met à tout étudier les possibilités là, pour être super bon pédagogue, puis tout ce qu'on peut faire comme stratégie pédagogique, tu sais, c'est comme big, là, moi, je sais pas, là, ben, moi, je dis tout le temps exactement ce que tu viens de dire, Myriam. Ouais, mais essaye un petit quelque chose. Essaye un petit quelque chose pour voir. Puis, si ça marche pas, tu essayeras un autre petit quelque chose. Si ça marche, garde-le. Après ça, essaye un autre petit quelque chose par-dessus. C'est comme ça qu'on crée. Comme pédagogue, c'est comme ça qu'on crée. Tu sais, la créativité pédagogique, c'est ça. Essayer des petits quelque chose. Oui, Philippe? En fait, je pense que, tu sais, moi, je ne suis pas pédagogue, je n'ai pas fait d'études à l'université, rien, mais ce qui m'a toujours poussé dans la vie, c'était mon cœur, tu sais. Mon esprit était là, mais tu sais, mon esprit est là, je veux dire, mon intelligence est là aussi. Mais mon cœur ma drive qui a toujours été ça a été mon moteur, tu sais. Puis, je pense que des fois aussi, il faut pas avoir peur de tout déconstruire pour juste avancer, tu sais. Souvent, on se dit, OK, un professeur, un humoriste va sortir des connaissances de l'humour. Il a appris les règles de 3, les réifications de l'abstrait, les rieurs aveugles, qui sont tous des concepts de joke que tous les gens ne connaissent pas, mais que les humoristes sont au courant, c'est quoi. Mais ce qu'il faut faire après ça, c'est prendre ce moule-là, le sacrer à terre, le casser en 1000 miettes, puis le reconstruire de la façon que nous, on a envie de le faire. C'est ce qui fait qu'un humoriste va se démarquer, qu'un humoriste va faire la différence, que pourquoi il y en a 550 au Québec, mais qu'il y en a juste 27 de connus. Tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, ces humoristes-là ils ont comme un déclic où ils prennent un moule qui existe, puis ils le remoulent à leur façon. Puis quand on le transmet, c'est comme si, oui, je vais faire des jokes sur ma femme, sur mes enfants, mais je transmets quelque chose qu'on dirait que les gens n'ont jamais vu. Parce que je l'ai mis à ma main, tu sais. Et je pense que le message est là, tu sais, vous avez raison. Essayer, c'est la clé. Parce que moi, je pense que dans la vie, il n'y a rien qui est impossible. Quand je dis rien, c'est rien. Je parle de quelqu'un qui aurait des difficultés scolaires, évidemment. Moi, je parle toujours de mes petits poquets.
ma petite gang de poké que j'aime bien dans le milieu scolaire. À chaque fois que je vais visiter une école publique, je vais toujours voir les gens partout. Après ça, je fais OK, les pokés sont où? Fait que là, ils m'amènent dans un autre aile, une autre place qui est dissociée du reste de l'école pour être sûr qu'on dirait qu'ils ne se mélangent pas à personne. Puis là, je vais voir les petits pokés. Mais tandis que ça devrait être le contraire. Ces gens-là devraient être pris puis garrochés partout. Puis justement, être capable de lui dire, hey, la gang, il n'y a rien qui est impossible. C'est pas parce que tu es là aujourd'hui que tu as certaines difficultés que tu ne peux pas t'en sortir. Et essayer, moi, ma phrase, c'est oser. Parce que si tu n'oses pas, tu ne sais pas si tu aurais réussi à faire ton rêve. Si ton rêve, c'est d'être électricien, mais que tu n'as jamais osé aller changer une ampoule, bien là, je fais, hey, buddy, ose-les, vas-y. Tu sais, ferme le breaker, puis arrange-toi pour pas te grounder. Non, mais tu comprends, il y a quelque chose à faire là-dedans. Je pense que ce que moi, je trouve important dans la vie, c'est ça. C'est d'être capable de dire, écoutez, il faut que ça soit ça le message. Mais il faut aussi être capable de lâcher un peu le cérébral des fois, juste de se reconnecter un peu plus avec le corps, d'aller chercher le merge. Je sais, c'est quelqu'un dans la conversation qui disait ça, mais c'est vrai, d'aller merger les deux. Puis Myriam pourra le confirmer, mais une athlète, c'est un corps sain dans un esprit sain. C'est pas juste un corps sain. Parce que si l'esprit tout croche, elle ne réussira jamais. Puis si le corps n'est pas sain, ben elle ne sera pas capable là, c'est de donner des coups, là, mais je veux dire d'esquiver pour... c'est un peu weird, là, c'est ma comparaison. Mais tu comprends, c'est que si tu n'as pas ça, ça ne fonctionne pas. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que on gagnerait, je pense, à respirer la face dans le vent. Ça, c'est le titre de mon prochain show. Ça va s'appeler Philippe Laprise, respire la face dans le vent. Parce qu'à un moment donné aussi, il faut arrêter de réfléchir. Il faut juste prendre un pas de recul, respirer. Puis, tu sais, ça revient à ça, c'est d'oser. Mais apprenons à nos jeunes d'oser. Tu sais, vas-y, fais-les. Tu veux faire ça? Do it. Mais do it, vas-y. Mais je peux te prévenir. Je peux te dire ce qui va peut-être chier, excusez-moi l'expression. Mais tu sais, mais ça se peut. Vas-y, si tu as les compétences, vas-y. Tu sais, voilà. Ben, tu sais, l'authenticité, c'est de dire, vas-y. Ça ne sera pas facile. Tu sais, vas-y. Vas-y, je te le dis, ça ne sera peut-être pas facile. Mais si tu veux, tu vas y arriver. Oui. Moi, je parle souvent aux parents qui ont des enfants TDAH, puis aux petits TDAH, puis aux adultes TDAH, puis moi, je leur dis, tu vas aller là, tu vas y aller. Mais je te garantis que ton parcours va être difficile. Tu ne fais pas de cachette, là. Tu vas t'appéter la gueule, puis c'est correct que tu te pètes la gueule. Tu sais, pour arriver à 15 minutes d'humour solide, ça prend au moins 20 rodages de spectacle où je me pète la gueule, puis où je tombe, puis où je comprends pas, puis où j'ai des frustrations. Mais si je m'écrase en disant « c'est de la faute du public », ben non, ça marche pas. C'est jamais de la faute du public. C'est de la faute de l'humoriste qui est sur scène. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de faire ça. Tu sais, je veux dire, si Myriam, la première fois qu'elle a reçu un coup, elle a reculé en faisant « ben non, elle s'est mis douette, puis elle a fait « ah ouais, let's go, on y va, là, tu sais, là. » Véronique, une dernière intervention, puis après, ça va être la période de questions avec... On a déjà des questions qui sont entrées dans le chat. Donc, Véronique? C'est tellement intéressant, mais moi, je veux juste revenir sur le fait que l'enfant, le jeune, doit se sentir en confiance. Oser, c'est très bien, puis pousser, mais se mettre en danger, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas nécessairement en danger. C'est-à-dire qu'on l'accepte. On l'accepte tel qu'il est, puis on accepte de l'aider à se relever, puis ça, ben, parfois, tu sais, un enfant qui cache son dégât, puis un enfant qui cache ses gaffes, tu sais, on a tous connu ça, ben, je pense qu'il faut créer l'environnement, puis pour ça. Donc, j'approuve, mais je veux juste dire qu'il y a la suite aussi qui fait que l'enfant doit avoir cette confiance-là. Oui, il faut qu'il ait son filet de sécurité en dessous. Oui, c'est l'importance d'avoir les différentes personnes significatives qui disent « oui, c'est possible, tu peux tester ». Écoutez, on pourrait tellement continuer, c'est tellement riche comme échange. On a déjà des participants qui nous ont soumis des questions que j'ai envie de vous amener. Et si jamais, entre-temps, vous avez envie de poser des questions peut-être plus précises ou d'amener peut-être des éléments de réflexion, bien, n'hésitez pas à utiliser l'espace de clavardage pour le faire. Il y avait une première question qui avait été posée quand on parlait, quand Isabelle Cabot, tu mentionnais
le fait de pouvoir aller chercher l'intérêt, comment on est capable d'aller chercher l'intérêt chez nos jeunes, parce que justement, il y a une portion au niveau de l'intellect, mais aussi au niveau de l'émotif. Mais comment on va chercher l'intérêt des enfants quand ils sont jeunes? Ouais. Et justement, Ouais, ça, c'est dur. si le lien est un peu effrité ou brisé, comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher cet intérêt-là, de le faire ressortir? Oui. C'est un petit peu plus difficile pour moi de répondre à ça. Je vais essayer de vous donner un petit bout d'information, mais je suis certaine que M. Royer va être meilleur que moi parce qu'il est meilleur avec les enfants que moi. Mais tu sais, il y a des théories qui existent. Là, je m'en vais dans le théorique, OK? Dans le théorique. Il y a des théories sur le développement de l'intérêt avec l'âge. Comment ça fonctionne, les intérêts en fonction de l'âge. Chez les très jeunes enfants, là, les très, très jeunes enfants sont intéressés à tout. Les très, très jeunes enfants, le maternelle, première année, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu aimes à l'école, ils aiment tout. Ils aiment tout à l'école. Mais à mesure qu'on vieillit, les intérêts se précisent. Puis quand tu arrives à l'adolescence, là, tu as certaines préférences, puis il y a des choses qui ne t'intéressent plus. Puis je pense que ça vient peut-être avec le développement de l'identité, tu sais, de la personne pendant l'adolescence. Fait que rendu au collégial, moi, c'est eux que je connais, les jeunes adultes, les intérêts sont assez bien précisés. Ce qui fait que pour moi, c'est peut-être, moi, je sais un peu comment faire pour aller chercher leurs intérêts. Mon meilleur truc à moi, c'est de m'intéresser à eux. Fait que moi, je m'intéresse à mes étudiants personnellement. Tu sais, moi, je suis un prof, mais je ne suis pas juste un prof, je suis une personne aussi. Et puis, tu sais, mes étudiants, c'est des étudiants, mais ce n'est pas juste des étudiants, c'est aussi des personnes. Fait qu'en dehors du moment où je suis en train d'enseigner, ben, je jase d'autres choses que le cours avec eux autres, parce que ça m'intéresse de connaître leurs intérêts personnels. Parce qu'après ça, moi, ça me donne un carburant parce que je sais comment faire pour faire émerger un nouvel intérêt, parce que c'est mon champ de recherche, c'est ça que je connais dans la vie. Fait que pour faire émerger un nouvel intérêt qui n'existe pas, mettons que j'ai un étudiant dans ma classe puis que je l'ai spoté, que lui, là, il est rentré de reculons dans mon cours de psycho puis ça ne l'intéresse pas partout d'être là. Lui, il m'intéresse. Je vais aller jaser avec pour avoir de l'information un peu sur ses intérêts. Puis après ça, je vais essayer de brancher mes contenus de cours avec ses intérêts à lui parce que c'est ça. C'est le match entre des intérêts qui existent déjà puis l'objet pour lequel il n'y a pas d'intérêt. Quand tu fais un match entre les deux, il y a une contamination qui se produit. C'est ça qui fait émerger un nouvel intérêt pour l'objet qui n'était pas intéressant au départ. Tu sais, c'est comme ça que, théoriquement, ça a été amené il y a une quinzaine d'années, ces connaissances théoriques-là. Mais moi, je les ai testées dans les classes. Puis ça fonctionne comme ça, c'est par un match. Mais chez les enfants, c'est ça. Là, pour moi, c'est plus difficile pour moi de vous donner une réponse spécifique. J'aimerais ça écouter M. Royer. J'aime tout le temps ça, écouter monsieur. C'est trop bonne avec moi. Regardez, plus les milieux sont riches en termes d'opportunités, parce que le but de l'éducation, entre autres, c'est de mieux connaître c'est quoi mes goûts, en quoi je suis bon, c'est quoi mes talents sont où. On peut partir de cette base-là, mais écoutez, quand c'est très, très stimulant en maternelle, 4 ans, 5 ans, il y a toutes sortes d'activités qu'on propose, puis les adultes qui sont là suggèrent, puis il y a toutes sortes de points de contact. Progresser, continuer comme ça, puis arriver au secondaire, avec une école secondaire où, écoutez, il y a du football, il y a des activités, d'autres types d'activités sportives, il y a une radio étudiante, il y a toutes sortes la richesse comme telle me permet d'essayer un certain nombre de choses et là, de mieux définir mes goûts. Parce qu'une maison d'éducation ne veut pas être uniquement scolaire. Il faut vraiment que ce soit un nid, un environnement. Écoutez, passant par le cheerleading, en passant par des activités de club de lecture, en passant par des activités de football, nommez-les, là. Mais c'est l'idée de fournir quelque chose de suffisamment permettant à plusieurs jeunes de dire ça, j'ai découvert au primaire ou durant mes études secondaires que ça, j'aimais ça et je me trouvais bon là-dedans et je me suis fait des amis là-dedans. Ça va aller nommez-le la robotique, etc. Donc, plus les milieux sont riches, et là, ça nous amène aussi au niveau de l'endroit où les jeunes vivent, pas uniquement la famille et l'école, c'est la municipalité, les organismes communautaires. Moi, je regarde tous mes enfants ont été des piliers du Patro de Lévis, ils ont passé le été et le fin de semaine au Patro. Il y avait quelque chose, il y avait un velcro qui avait pris qui permettait, parce qu'ils se définissent entre eux autres aussi. Vous avez dû remarquer que les adolescents ont tendance à se tenir ensemble pas mal aussi. Et dans cette perspective-là, ça aussi, ça joue.
Donc, fournissez à vos jeunes les milieux les plus riches possibles et restez justement, je pensais à ce que Isabelle soulignait, restez vraiment là, proche de leurs intérêts et les reconnaître, les intérêts, puis les valoriser là-dedans aussi. Super. On a aussi une question sur la discrimination systémique qui se vit. Puis c'est un peu pour faire le lien avec ce que vous disiez, M. Royer, sur le fait que le système scolaire actuellement, de la façon qu'il est fait, n'offre pas les mêmes possibilités. Comment est-ce que, justement, qu'on soit dans un milieu scolaire, une école publique plus standard, régulière, comment est-ce qu'on peut susciter la motivation des élèves, des étudiants, afin qu'ils se sentent visés, qu'on soit dans un milieu plus régulier, standard, ordinaire, versus une école avec un paquet d'activités, de programmes. Je pense que ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, là, le fait que ça ne se passe pas juste à l'école, à l'intérieur de l'environnement où le jeune est. Est-ce qu'il y a Oui, plein... dans la communauté. Mhm. La réponse pour l'ensemble du système, c'est de Mhm. dire que j'ai un TDAH, j'ai 12 ans, j'ai un TDAH, que je m'inscrive au collège X ou à l'école à projet particulier Y, sport-études, hors-études ou cheerleading-études, nommez-les. On ne peut pas commencer à maintenir ce type de sélection-là. Il faut que toutes les écoles se préoccupent de tous les jeunes et que ce soit. Et ma recommandation était claire là-dessus. Je diminuerais le financement de l'école privée pour une école privée qui n'accepte pas d'offrir des services en adaptation scolaire avec les ressources supplémentaires qu'on pourrait donner. Ça, c'est fait. La deuxième des choses, c'est vraiment, indépendamment de cette histoire de système-là, c'est la dynamique de l'équipe école elle-même. Donc, j'ai vu, moi, entre autres, une équipe école qui, et ça, c'est un projet qui a eu lieu dans plusieurs écoles primaires, où on gardait une demi-journée par 6 semaines, où tout le personnel de l'école apportait ou donnait des ateliers sur ce qui les passionnait, eux. Il y en a un qui jouait de la guitare, l'autre, c'était jouer du hockey cossum. La directrice d'école, elle, c'était une activité renforçante, puis elle aimait ça jouer dans les cheveux. Donc, elle faisait des tresses de princesse. Donc, les étudiants, les jeunes du primaire, eux autres avaient le choix. Bon, là, qu'est-ce que je fais ce mercredi après-midi-là qui était réservé? On redécouvrait tout le personnel scolaire sur un autre angle et vous aviez une petite liste, je me souviendrai toujours. Il y avait une liste de réservation, je ne sais pas, de 13h aller jusqu'à 16h, 15h30. Bon, une telle. Là, dimanche, j'ai choisi d'avoir des tresses de princesse faites par la directrice, mais un autre, c'était par rapport à une activité d'astronomie organisée par un enseignant. On sortait du scolaire complètement, puis on faisait part de nos intérêts comme adultes, puis on demandait aux jeunes de choisir. C'est quasiment des ateliers qu'on donnait. Et tout le personnel est impliqué là-dedans. Mais là, vous savez, je n'ai pas besoin d'avoir un changement politique de discrimination systémique ou des choses comme ça. C'est vraiment la dynamique de la classe. Et ça, c'est des choses qui peuvent se faire sans frais là, et qui changent même l'image qu'on a des enseignants dans une école. C'est très relationnel. C'est très humain. Est-ce que Myriam, Véronique, Philippe, vous voulez intervenir sur... Ben, moi, je trouve ça merveilleux. Là, pour de vrai, là, ce que je viens d'entendre de M. Royer, je trouve ça génial. C'est un peu réinventer notre milieu scolaire. Évidemment, bon, ben, moi, je suis porte-parole de l'Espagne pour l'école publique, fait que vous savez que je vais toujours pencher du bord de l'école publique. Moi, il y a une affaire, qui m'agace depuis des années, c'est la sélection dans les écoles publiques. Moi, je trouve que la sélection, il ne devrait pas en avoir. Nos écoles publiques devraient offrir toutes les activités. On devrait tous avoir une école qui fait les mêmes affaires, qui donne le goût aux petits gars, aux petites filles d'aller jouer au hockey ou aux filles d'aller, je ne sais pas, moi, faire du water polo, les petits gars aussi, je ne sais pas, de la danse pour les gars. Je trouve que l'art au service du jeune, mais surtout ça, et d'entendre ça, que des profs leur permettent de parler de leur passion, c'est extraordinaire. C'est de donner à un jeune l'espèce comment je peux dire, de contact avec, oh my God, mon prof, il joue de la guitare, comme Slash dans le groupe Guns N' Roses. Mon Dieu, ça n'avait pas de sens, il est bien bon. Il a appris ça de même, je trouve ça extraordinaire. Je pense que je suis convaincu que c'est ce qu'on devrait faire, en fait. Arrêter les sélections. Moi, je rencontre beaucoup d'enfants qui font de l'anxiété de performance. Puis à un moment donné, tu fais, mais arrêtons de mettre de la pression sur les enfants. Là. C'est des enfants.
Je peux compléter juste un exemple qui me trouble toujours, là, que je ne veux plus entendre au Québec, c'est qu'en 6e année, une enseignante pose la question à ces jeunes de 6e année, vous allez où l'an prochain? Elle dit, moi, je vais au collège X, moi, je suis en sport-études, moi, je suis en ski-études, ça existe, moi, je suis en, etc., etc., avec 3 élèves dans la classe ou 4 élèves dans la classe qui disent, moi, l'an prochain, je suis en rien. Et ça, il faut vraiment que ça disparaisse au Québec, ça n'a plus de bon sens. Oui, tout à fait. Écoutez, on est pris dans le temps, il est 10h53, donc une dernière question, peut-être un peu pointue. Vous savez, dans les écoles, il y a le service d'animation de vie spirituelle, d'engagement communautaire, et il semble avoir un souhait de peut-être faire une modification ou d'enlever ce service-là. Et M. Royer et peut-être les autres personnes aussi qui avaient une expérience avec ce service-là dans l'école, quelle est votre opinion par rapport au fait d'enlever ce service-là à l'intérieur de l'école? Personnellement, je n'ai pas suffisamment d'informations là-dessus. Bon, parfait. Donc, sinon, au niveau de... Mais qu'est-ce qu'on entend? Excusez, qu'est-ce qu'on entend par spiritualité? C'est pas ECR, ça, éthique et culture Non, religieuse? c'est un service d'animation de vie spirituelle qui est à l'intérieur, c'est des professionnels qui offrent ce service d'animation-là à l'intérieur des écoles. Donc, c'est peut-être un peu plus pointu. Malheureusement. Sinon, écoutez, est-ce qu'on peut se garder 1 minute pour M. Royer, Mme Cabot? Est-ce que vous êtes en mesure de nous faire vos meilleures recommandations pour garder l'engagement et la motivation des jeunes d'ici la fin de l'année scolaire? C'est essentiellement, ça s'est revenu très souvent dans le panel aujourd'hui de l'ensemble des intervenants, la question de la qualité de la relation puis le velcro qu'on établit avec au moins une ou des adultes de l'école. Et plus spécifiquement, là, je vais de manière plus précise, il faut que j'aille dans chacune des écoles secondaires quelqu'un qui se préoccupe des jeunes qui ne se sentent pas bien puis qui n'accrochent pas à l'école là, et qui ne se retrouvent pas. On doit absolument contribuer, ajouter et mettre en place notre modèle, un modèle de tutorat pour qu'il y ait un accompagnement des jeunes. Et en conclusion, pour les petits, attention particulière aux lecteurs débutants. C'est là que la COVID risque de frapper le plus fort là, en termes d'impact. Merci beaucoup, Mme Cabot. Moi, je pense que ma recommandation préférée demeure le fait de s'intéresser à eux réellement. Chaque personne qui est en contact avec un jeune, plus ou moins jeune, du primaire à l'universitaire. C'est vrai à l'université aussi, hein? Faites attention, c'est vrai aussi à l'université. Je pense que c'est très important de s'intéresser à eux réellement. Ça, c'est ma recommandation numéro 1 pour tout le monde, tant les profs que les parents. Le mélange bienveillance-exigence dont on a parlé tantôt, ça aussi, gardez ça en tête, tant en tant que parent qu'en tant que prof. Là. Gardez ça en tête là, que dans nos interactions, un mélange de chaleur et de sécurité affective avec un haut niveau d'exigence, je pense que ça pourrait être une autre bonne recommandation. Puis peut-être pour les profs plus particulièrement, tantôt on parlait d'être prévisible pour les jeunes qui sont en transition. Là. Je pense que c'est vrai tout le temps, mais ça doit être un peu plus vrai maintenant là, à cause du contexte à distance. Être prévisible dans nos stratégies pédagogiques. Tantôt, je parlais de ça spécifiquement avec nos programmes de feedback, mais être prévisible dans nos stratégies pédagogiques, je pense que ça peut être une autre recommandation que je pourrais faire pour les pédagogues. Écoutez, je vous remercie infiniment. Vous êtes vraiment des personnes hyper inspirantes et je pense que c'est partagé par l'ensemble des participants aujourd'hui. Je cède la parole à Chantal Denis, qui est la directrice générale de l'Instance régionale en concertation pour la persévérance scolaire et la réussite éducative de la Montérégie, qui est l'instance qui est en charge de l'événement aujourd'hui, qui va venir faire le mot de la fin. Donc, Madame Denis, oui, donc je vous vois, je vous cède la parole pour faire le mot de la fin. Encore une fois, merci beaucoup. Donc, Madame Denis, à vous la parole. Merci Valérie.
On commence par des remerciements. On a commencé ça tantôt. Valérie en a parlé, mais moi aussi, je veux remercier les gens. Donc, je remercie les personnes qui se sont inscrites. Merci pour votre intérêt pour l'IRC de la Montérégie. Merci aussi aux panélistes. Alors, c'était très intéressant de vous entendre. Et pour moi, un témoignage comme celui que j'ai reçu, ça donne tout le sens à ma carrière et tout le sens à mes actions. Je vais aussi remercier l'équipe de l'IRC Montérégie, donc les employés et le conseil d'administration, et un merci à Zeste Conseil d'avoir tout organisé aujourd'hui. Je vous parle de l'IRC Montérégie très brièvement. Ça fait un peu référence à ce que M. Royer disait. Alors, l'IRC Montérégie soutient beaucoup de projets d'aide à la lecture et beaucoup de projets de soutien aux parents également. Donc, on poursuit dans cette voie-là. Et lorsqu'on parle des jeunes, on veut vraiment parler de la petite enfance à l'université avec tous les parcours différents qui peuvent être entre les deux, comme Myriam le mentionnait. Alors, je termine en vous disant, osez, essayez de prendre un moment pour eux. Eux étant nos jeunes, les jeunes qui nous entourent et les jeunes qui vont être et qui s'alignent pour être la relève de demain. Donc, pour prendre un moment pour eux, la partie de sécurité affective que l'on a mentionnée, pour moi, il y a 4 éléments dans ça. Donc, commencez à observer. Alors, on parlait des ingrédients dont l'intérêt. Observez les jeunes pour voir effectivement à quoi ils sont intéressés et aussi les écouter. Les gens me disent souvent, oui, mais je leur réponds, essayez d'écouter. Donc, observez, écoutez, accompagner. On a mentionné les éléments qui sont importants pour soutenir, pour encourager et faire des expériences, si on peut dire. Et finalement, dans ce contexte-ci, pouvons-nous, avec les jeunes, vivre? Et là, je vais prendre le nom je le lis parce que je trouvais ça fun, respirer la face dans le vent. Donc, Philippe, je prends ton exemple de ton nouveau show, mais je trouve que c'est ça que je ressens quand je dis vivre. On dirait qu'avec tout ce que l'on vit, on arrête de respirer presque parce que c'est des changements, c'est inquiétant. Alors, que vous soyez enseignants, intervenants, parents, grands-parents, employeurs, soyez là pour eux et c'est certain qu'on a ressorti l'élément de l'adulte significatif alors que chacun d'entre nous le soit à un moment donné. Et si vous avez des expériences dont vous voulez parler, écrivez à l'IRC Montérégie. On veut se rapprocher des gens puis on veut être près de la communauté. Alors, je vous remercie encore. Merci beaucoup, Madame Denis. C'est très inspirant comme conclusion. Donc, avant de vous laisser, je veux vous mentionner que vous allez recevoir un formulaire de satisfaction sur l'événement. Donc, n'hésitez pas, vous allez avoir de l'espace pour écrire vos commentaires. On va prendre ça en considération pour de futurs événements. Et en terminant, je vous remercie encore pour votre participation et pour votre présence extraordinaire. Nos panélistes et nos organisateurs, je vous demanderai, avant de quitter, de rester. On va voir la possibilité de faire une photo en ligne. Donc, on vous applaudit grandement. Merci. Imaginez des bruits d'applaudissements. On a une salle pleine. Voilà. Merci beaucoup. Donc, bonne fin de journée à tous. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement ici.